Ah mais exceptionnel. Moi, voyageant, sous des formats, un peu particuliers depuis maintenant une vingtaine d'années, mais ou plus, j'observe un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que quand tu es dans des villages à peu près de moins de 200-300 habitants, tu es dans un schéma où tu peux frapper à la porte de quelqu'un, même entrer sans frapper parfois et tu seras accueilli pour le dîner, pour dormir et cetera. Quand tu arrives dans une grande ville, dès lors qu'il y a un hôtel, dès lors que les services commencent à être tarifés et cetera, plus personne te regarde, plus personne voilà. Puis c'était pas ce qu'on cherchait. Et là, on a vraiment touché du doigt la différence entre la grande ville et l'esprit du village. En fait, ce qui nous intéresse, oui. si tu veux, c'est quand tu arrives à un ponton et que le mec, avant que tu sois arrivé au ponton, tu as un gars qui te dit: «Et vous, vous venez dormir ce soir chez moi?» Et là, tu te dis: «Mais Et on est sur quelle planète? Mais c'est un rêve!» Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Paola Benetton et Dominique Blechner sont deux figures bien connues du monde de l'aventure. C'est au Groenland qu'a eu lieu une de leurs dernières itinérances, modelée pour être à tout point de vue au plus proche de ce lieu à nul autre pareil. Naviguant à fleur d'eau dans un catamaran Hobbycat, ils sont allés à la rencontre de villages reculés, dans des paysages sans route ni chemin, baignés de la lumière des jours sans fin de l'été arctique. L'aventure, ce n'est pas qu'une question de distance ou de difficulté, c'est un état d'esprit et ça, mon partenaire AS Adventure l'a bien compris. Que vous soyez randonneur chevronné, campeur du dimanche ou explorateur urbain, chaque pas hors de votre routine est une aventure. AS Adventure vous accompagne en magasin comme sur son site web avec du matériel de qualité, des conseils de vrais experts et une même conviction, l'aventure est partout. AS Adventure, adventure is everywhere. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit un proverbe indien. Depuis le début de ce podcast, je rêve de transformer mon projet en forêt et je le fais avec l'ONG Graines de Vie et vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur programme Une forêt pour ma vie qui vous permet de compenser votre empreinte carbone en plantant des arbres. Graines de Vie propose de planter en votre nom 5760 arbres afin de compenser l'empreinte carbone de votre vie. Comment ça marche ? Un soutien étalé sur le long terme est franchement pas cher puisqu'un arbre ne coûte que 50 centimes grâce à leur approche que vous pouvez découvrir à l'épisode 2 de ce podcast. Ainsi, vous aurez planté votre forêt, mais également de l'espoir, du soutien aux communautés locales, de la solidarité, des abris pour la biodiversité et une belle dose d'inspiration pour que demain reste source d'émerveillement. Je vous mets un lien dans les notes pour découvrir ce projet en partenariat avec Storylific. La prix Nobel de la paix Wangari Maathai a dit « Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espoir. » Au vu de l'actualité, cela me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Place à l'épisode. Paola Benetton et Dominique Blechner ont presque tout quitté il y a un peu plus d'1 an pour s'aligner avec leurs convictions. Ils vivent aujourd'hui en autonomie complète dans un chalet perché à 1800 mètres d'altitude dans une réserve protégée face au Mont Blanc, d'où nous enregistrons d'ailleurs l'interview aujourd'hui. C'est au Groenland qu'a eu lieu leur dernière expédition, façonnée pour être à tout point de vue au plus proche de cette géographie de terre et de mer qui s'étreignent, contrée encore parfois relativement, parfois totalement préservée. Une itinérance de 2000 km réalisée été 2023 et 2024 à partir de Nuuk, suivant les prononciations, la capitale, jusqu'à Upernavik, alors là aucune idée pour la prononciation, vers le nord. Une alternance entre bivouac sauvage et hébergement dans les villages de pêcheurs, une navigation engagée sur un petit catamaran de sport, un hobbycat sans habitacle, sans moteur, sans radeau de survie, au contact de la nature et des Groenlandais. Bonjour Paola et Dominique. Bonjour Anne B.
Je me permets de vous présenter un peu, car on a tellement de choses à discuter, mais donc vous compléterez si j'ai omis quelque chose d'important dans vos CV d'aventure. Alors Paola, tu incarnes cette aventurière discrète et engagée, forgée par tes origines franco-suédoises et ton enfance dans les pays nordiques. Le goût de l'aventure, tu l'as attrapé dans la cuisine familiale où trônait une immense planisphère, m'as-tu dit. Tu voulais mettre des reliefs, des visages et des rencontres sur cette géographie qui te faisait rêver. Et une année de volontariat au Liban, un voyage sac à dos en solo en Amérique du Sud, qui te mène d'Ushuaïa jusqu'en mer de Bering, puis au Groenland et Terre-Neuve, avec les Curbiel, les pionniers de l'exploration polaire à la voile légère à l'origine de la série des voiliers Vagabonds. Puis tu enchaînais avec Dominique des expéditions hivernales à Skipulka en Laponie suédoise et au Svalbard. Quant à toi, Dominique, tu es devenu une figure bien connue de l'aventure, on peut pas le nier, un temps administrateur de la Guilde après Sylvain Tesson, co-organisateur du Festival des écrans de l'aventure de Dijon, bien connu des amateurs, tu conjugues action et transmission. Donc tu es à la fois montagnard et marin, montagnard avec de nombreux ultra-trails et des compétitions de ski-alpinisme, et marin avec des expériences de course au large marquantes. Tu cultives depuis 10 ans comme Paola le goût des raids en Arctique, j'en cite quelques-uns, 638 km en char à glace sur le lac Baïkal, un raid solo en Yamali à la rencontre des éleveurs de rennes, 3 semaines au Svalbard par -35 au milieu des ours polaires, avec Paola donc. Alors ce jour, on va parler d'une de ces merveilleuses expéditions que vous avez faites ensemble et que vous avez joliment baptisée Uumaa, à nouveau pour la prononciation, hein. J'ai beau être linguiste là, ça sort de mon rayon, ce qui méritera d'ailleurs une explication pourquoi Uumaa. Mais on va donc commencer par la naissance de l'expédition. Quel a été votre objectif et sa genèse? En quoi est-ce qu'elle a pris sa source? Alors, effectivement, cette expédition, elle est née d'abord en 2022. À l'été 2022, je m'apprête à faire le passage du Nord-Ouest sur un voilier, sur un habitable et malheureusement, pour différentes raisons, ce passage du Nord-Ouest ne se fait pas. Il n'y avait pas qu'une histoire de glace. Bref, le projet est avorté et en catastrophe, je me retourne vers Paola en disant: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait de cet été? Qu'est-ce qu'on peut faire au pied levé?» Et on avait dans nos tiroirs une idée depuis longtemps qui avait germé, qui était de dire: «Bah tiens, pourquoi on n'irait pas sur les terres de Paola, puisqu'elle est franco-suédoise, visiter l'archipel de Stockholm?» Et pourquoi pas en hobbycat? On avait envie de partir à la découverte de cet archipel, c'est 30 000 îles, d'une manière très différente, au contact. Et l'idée est venue de partir sur ce hobbycat et de repartir comme des Robinson Crusoe, à la découverte de ses moindres recoins. C'est absolument magnifique, la nature y est encore très préservée. Et c'est là qu'on a validé ce concept en fait de navigation sur petit esquif. C'est agile, c'est sécure et ça permet aussi de pouvoir aller très loin et à terre en toute sécurité. Alors, il y a un deuxième élément qui permet de aussi recontextualiser notre expédition au Groenland, c'est qu'on avait tous les deux eu déjà une histoire au Groenland assez forte, surtout toi. Oui, j'ai eu la chance de partir naviguer avec les Curbiel, qui sont les pionniers de l'exploration polaire à la voile légère. Et j'avais fait 2 expéditions avec eux. Et à l'été 2016, en fait, Janusz Curbiel décède à bord de Vagabondel, son dernier bateau. Il a fallu ramener le bateau à Nuuk et ça a été une expérience marquante. Et voilà, ça a scellé aussi mon attachement et mon emballement pour ce magnifique pays et ses habitants. Et alors moi, j'avais aussi 2 expériences au Groenland de navigation, à partir de l'Islande vers la côte est et sur la côte ouest. Et après, il y a un troisième point quand même qu'il faut mentionner, c'est que dans nos lectures, on a un chouchou qui est Jean Mallory, qui fait partie des explorateurs, on peut le dire, pas que explorateurs, mais notamment à travers une lecture qu'on a eue, un livre qu'il a écrit, c'était son dernier livre, je crois. Ça s'appelle Lettre à un jeune Inuit de 2022. Et grosso modo, c'est un livre dans lequel il interpelle en fait la jeune génération groenlandaise pour leur dire: vous en tant que peuple, je dirais, à l'écoute en fait des éléments, vous avez un devoir, plus que les autres nations, vous avez un devoir d'alerte sur ce qui est en train de se passer. Alors c'est pas que le réchauffement climatique, mais c'est aussi le sens qu'on donne à notre vie, à notre rapport à la terre, à la mer, à ce qui nous nourrit, etc. Ce livre nous interpelle.
Et puis l'homme, Jean Mallory, qui avec sa grosse voix, du haut de ses 99 ou 100 ans, parce qu'il est décédé il y a 1 an, 2 ans, mais il disait « Ces hommes sont hantés par les forces de la nature, par ce que j'appellerais l'énergie principienne, ce qui tient debout le monde, c'est Oumaa, la force. Cette force, c'est celle qu'on ressent lorsqu'on est sur la banquise, lorsqu'on s'apaise et on la perçoit, lorsqu'on écoute, et en effet, on entend le battement du cœur de la terre. C'est Et, magnifique. Hein. et ça, cette phrase, on l'a et on l'a eu pendant toute notre expédition parce que c'est exactement ce qu'on pressent lorsqu'on est dans la nature et ce qu'on avait envie d'expérimenter puissance 10 au Groenland. Alors, avec tout l'environnement malorien, mais en tant que concept aussi applicable à toutes nos expériences dans la nature. Donc, voilà un peu la genèse de l'expérience. Donc, ouais, à des racines profondes. À propos, j'adore ton pendentif, Paola. Ça. Mon ours polaire. Oui, oui. Oui, il est assez inusité. Ce sont des pièces uniques qui sont sculptées par des artistes locaux. Et voilà, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, celui-là, je l'emmène. Et j'espère que ça sera encore des animaux qu'on retrouvera sur la banquise et pas au cou des femmes, tu vois. Oui. C'est mon petit clin d'œil à Nanook, et en plus Nanook dans l'inconscient et les traditions inuites et les légendes, c'est la force. C'est celui Donc qui Nanook guide. qui est le nom de l'ours polaire. Voilà. Alors, l'équipement et le moyen de transport choisi, on en a un peu parlé. J'en avais déjà parlé avec Nicolas Marciot, quand je vous l'avais dit. Il m'a dit, oui, c'est le catamaran de Nicolas Marciot, dont on a parlé ensemble à l'épisode 57 pour ceux que ça intéresse. Et donc, bon, c'est un catamaran de sport. Effectivement, il voulait le plus léger possible pour pouvoir le tirer à terre. Donc, ne pas devoir être que marin, mais pouvoir aussi ne pas abandonner l'esquif quand il avait envie de devenir terrien. Donc, il était déjà pas mal adapté. Donc vous l'avez récupéré, vous allez continuer à le peaufiner. Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans le choix de ce transport ultra léger ? Pour revenir à notre expérience de Stockholm, c'est l'agilité, c'est-à-dire que contrairement à un habitable, vous partez pas en randonnée au Groenland, il n'y a pas de sentier, vous partez dans les montagnes, ça peut être pour 2 heures, 4 heures, 10 heures, et vous laissez pas votre bateau en plein milieu de la baie seul, c'est pas possible. Quand vous avez un petit catamaran, d'abord vous longez la côte, une côte qui est non hydrographiée, ce signifie que vous n'avez pas toujours les indications des fonds, alors que lorsque vous êtes avec un catamaran qui fait 20 cm de tirant d'eau, vous voyez les fonds à peu près partout. Donc sauf une fois où en pleine mer, on s'est retrouvé collé sur une patate qui affleurait à 30 cm qu'on n'avait vraiment pas vu parce qu'on se doutait pas, donc on surveillait pas. Mais sinon, c'est quoi une patate pour les incultes? Non, mais c'est un fond, tu vois, c'était... C'est un fond, une grosse pierre, une plate, voilà. Okay. Qui était, Et on s'est retrouvés debout en pleine mer, c'est ça qui est très drôle, si tu veux. Voilà. Ouais. Donc en fait, ça nous permet d'amener le bateau un peu où on veut, dans des petites infractuosités, dans des baies abritées qu'un navire de grande taille ne pourrait jamais imaginer. Et puis surtout, ça permet de le monter sur les algues, sur les rochers, sur le sable, et ensuite d'être tranquille, de pouvoir dormir les yeux fermés sans faire des écarts et de se réveiller toutes les heures. Ouais. Donc le bateau de Nicolas, effectivement, qui est un ami, on est allé le chercher en Islande. En une fraction de seconde, de toute façon, on n'avait pas le choix. On s'est dit, bon, allez, c'est celui-là, on valide. On n'a pas le temps de l'essayer. On s'était préparé à l'esprit et à tout ça. Donc, on avait juste quelques jours pour l'empacter et le préparer, le shipping, parce que on l'a emmené, en fait, au Groenland. On l'a fait par cargo et non pas en naviguant. Hein, parce que ça, la navigation sur un petit bateau comme ça, quand on s'éloigne des côtes, voilà, c'est encore autre chose. Ce qu'a fait, par exemple, Nicolas quand il a traversé pour aller sur la côte est. Ouais. Nous, dans toute notre expédition, on ne s'est pas trop éloigné à plus de 50-60 km des côtes. Voilà, c'était vraiment une expédition côtière. Et ce bateau, donc on l'a pris en l'état, donc avec des bancs de rappel sur les côtés pour pouvoir s'asseoir, un trampoline à l'avant pour pouvoir mettre des bagages qu'on n'ait pas dans les pieds, quelques indications techniques, une drisse mouflée, donc ça permet de démultiplier en fait la force pour pouvoir monter et descendre la drisse plus facilement. Et puis une pompe.
Et puis Une la pompe qui a pompe bien et servi puis les aussi pompes pour qui vider. servent bien parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces bateaux-là et ces petits catamarans, c'est des coques extrêmement fines qui sont en plastique, hein, donc qui prennent l'eau aux jointures et donc vous vous pouvez prendre 10 litres, 20 litres, 30 litres d'eau dans la journée. Donc vous coulez progressivement, il faut juste se détendre avec ça, c'est normal Pomper. et pomper de temps en temps. Il faut juste pas se réveiller trop tard, c'est tout. Et l'avantage quand on arrivait, tu vois, sur la terre ferme, c'est qu'on pouvait en fait, enlever les bouchons qui sont à l'arrière et vider les coques avec toute tranquillité. Et là, il faut les remettre. C'est-à-dire que tu vides ton bateau, mais tu vas pas faire autre chose, tu les remets parce que c'est arrivé à plein de gens, hein, ça de et puis de temps en temps, quand on a eu quand même par moments, du gros temps, en fait, donc il pleuvait, donc si tu veux, ça ruisselle. Donc je me suis souvent retrouvée à pomper. Si tu veux, tu as des grandes trappes sur le bateau, mais les grandes trappes, tu les ouvres pas en mer parce que là, si tu as une vague qui passe par-dessus, tu es coulé dans la seconde. Donc en fait, ce que Nicolas avait fait de manière très intelligente, il avait mis des petits nables, c'est-à-dire des toutes petites ouvertures par lesquelles passe juste le tuyau de pompage. Et voilà, donc ça c'était Mmh. bien. Et puis voilà, on a amélioré aussi, on a un ami qui est un spécialiste de l'Arctique et surtout des matériaux et qui nous a fait comme ça très rapidement Sébastien Robinet. Sébastien Robinet, Ah des bah semelles oui. que tu dois connaître évidemment, Oui. qui nous a fait des semelles de protection parce que on s'attendait et on a bien fait à tirer le bateau parfois sur des rochers et sur sur quelque chose, sur une surface vraiment Dur, dure. il y a très peu Et de plage, donc, hein. et donc, on a rajouté une épaisseur d'un centimètre sur tout le bas des coques, en fait. Voilà. Donc on est Ouais. arrivé avec un bateau qu'on n'avait pas encore acheté, ces espèces de grandes spatules, et on a bricolé ça dans une école de voile et de kayak qui abritait le bateau. Et on a tout collé, tout préparé, en se disant qu'on était à l'abri, parce on ne savait pas si à Nouk, quand on arriverait, dans quelles conditions on pourrait préparer le bateau, si tu veux. Et on l'a préparé en plein air. Et voilà, il est parti avec. C'était un énorme pari, en fait. Ça fait partie de l'aventure, ça aussi. Ouais, bah oui, Tu vois. Sébastien Robinet qui a fait une très très belle expédition aussi. Et Oui. lui, effectivement, point de vue tirer le catamaran Oui. et le Il faire sait ce que souffrir c'est, sur la ouais. C'est ce que glace, c'est, voilà. si tu veux. Et Voilà, il ça a savait vraiment de quoi il été, parlait, ouais. ouais. Je Et sais en pas plus, combien de lui, kilomètres il a fait comme ça à naviguer puis à tirer sur la banquise en ligne et, tout à fait droite, mais il a déjà navigué sur un Hobbycat Tiger, donc il connaissait très très bien le bateau, si tu veux. ouais, c'était nickel. Donc Hein, voilà, ouais, ça c'est sympa, ces parce que c'est grandes pas évident de trouver des collaborations. spécialistes de ça et de ce genre de Ouais, non, mais situation, donc bien c'était trouvé. chouette. Ouais, Ouais, c'est une petite ouais, famille. tout à fait. Ouais. En fait, on part sur un bateau qui est relativement éprouvé, mais je dirais, la grande satisfaction, et pour ne pas dire l'euphorie, c'est quand tu arrives le jour J, après avoir retrouvé toutes les pièces qui ont été transportées par cargo, être sûr que rien n'a été abîmé, parce que tu n'en sais rien. Et donc, tu montes tout, tu remontes tout, et puis tu vas faire ton premier essai en mer. Et ça a été vraiment en fait, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, quasiment un an de travail, où tu te dis, bon, bah ok, voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour naviguer et en avant l'aventure. Et il faut savoir qu'au Groenland, c'est pas un peuple de voileux, si tu veux. Donc il te manque une pièce, voilà, te ça manque peut une remettre pièce. en cause, voilà. Oui, il te manque une pièce, et donc Ouais. chaque pièce étant utile sur un bateau, Oui. ton expédition potentiellement est terminée. Donc toi, tu l'usines sur place, ils sont très bons Oui. manuellement, et ils ont Ils ont des chantiers, ils ont des chantiers pour. et voilà. Mais tu ne trouveras pas sur place. Si par exemple on a perdu un jour dans une mer un peu agitée, on a perdu une dérive, elle est tombée à l'eau et elle était mal accrochée. Bon, bah, on a continué avec une seule dérive au lieu de deux. Voilà, Voilà. c'est pas grave. Ça marche très bien. Voilà. Alors l'itinéraire, donc vous avez fait toute la côte ouest par des petits endroits pas connus et pas trop connus de la navigation non plus, certainement pas la navigation légère. Ça vous a valu quelques surprises, je crois, des rapides imprévus Ah. ou des par temps clair, ça c'était encore sympa, mais par temps de brouillard, là ça devient beaucoup plus sportif en plus. Alors, l'itinéraire, effectivement, en fait, on s'était mis en tête de partir de Nuuk et de remonter vers le nord. Pourquoi? Parce que les vents s'établissent soit de manière, du nord au sud, soit du sud au nord. Donc, on s'était dit, de toute façon, on a deux solutions. Mais les vents dominants venant plutôt du sud, on s'est dit, on va remonter vers le nord. En pratique, on a eu, je pense, plutôt une majorité de vents du nord. Donc, ça n'a pas validé notre décision de départ. Mais par contre, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on quitte Nuuk, qui est la capitale, et qui, sur 56 000 habitants au Groenland, il y en a au moins plus de la moitié qui sont à Nuuk. Après, c'est une succession de petits villages, souvent de 100, 200, 300 habitants, donc vraiment tout petits, qui sont espacés de 10 km, 20 km, 30 km. Et donc, l'itinéraire, il est fait entre périodes de navigation d'un village à l'autre.
Ces périodes, elles peuvent durer 4 jours, 5 jours. Et donc, entre chaque village, on peut avoir des périodes où on est vraiment complètement dans la nature et choisir sa plage, choisir sa crique et voire même aller randonner de temps en temps. Et le challenge, quand on est parti de Nuuk, c'est on a choisi en fait un canal qui est très peu emprunté par les locaux parce qu'il y a pas toujours du fond. 60 kilomètres, hein. Tu vois, il y a un canal naturellement créé dans la roche et ça faisait 1 heure qu'on avait quitté la ville. Nos frusques, tu vois, de citadins et que ça y est, on était dans nos combinaisons de survie et là, on entend tu vois, comme une cascade et on avait bien préparé l'itinéraire avec évidemment, les cartes satellites et on se dit: «Mais il y a pas de cascade dans cet endroit» et en fait, on était en marée, descendante et on s'est retrouvés sur des rapides. Donc il a fallu sortir les pagaies et ramer et le lendemain, on s'est retrouvés dans des tourbillons qui étaient vraiment au milieu de ce chenal, je sais pas, voilà, je sais pas comment l'appelait, naturel et moi j'étais à la barre et en fait, le bateau était plus manœuvrant, on est partis en carrousel en fait Ah ouais, ouais. À faire parfois 1 kilomètre et avec tu vois? l'arrière du bateau devant, si Face tu veux, Ah voilà, ouais, sans ouais, pouvoir d'accord. vraiment rien faire. et là tu te dis, bah, tu lâches prise, tu essaies de garder ton cap. Voilà, ça a été des surprises, aussi fortes que celle-là. Tous les Tu jours. tous les jours, tu as, en plus, si tu veux, tu as les grands fjords que tu croises, donc tu as des courants, c'est des tourbillons. Tu as aussi, des vents catabatiques qui arrivent, bah, de la calotte, glaciaire, sans prévenir. Même si on était très bien équipés avec nos applications de météo, mais ça, sur la météo locale, ça ne te prévient pas. Donc en Ah fait, d'accord. voilà, ça c'est des surprises, C'est l'aventure. l'aventure. C'est l'aventure comme on aime. Mais là, on a été servis, c'était notre deuxième moment un peu difficile. C'est à la sortie d'un fjord qui s'appelle le fjord de Ah oui. l'éternité, Ah, il nous a où, paru. on est en pleine pétole, en train de ramer tranquillement, voilà. Ça fait 4 heures, 5 heures qu'il y a pas de vent, que tu vois? Et tout d'un Ça coup, paraît une et tout éternité, d'un ouais. coup, Ouais, on a 25 exactement. nœuds de vent Un seul coup. et on se dit, ben, le village, on arrivait. Le village, il est à 2 kilomètres, on termine comme ça. Et là, on s'est dit, non, non, on a vraiment déconné parce que 25 nœuds de vent, la mer, c'est levé et Hachée, elle est très courte. très haché et on n'a pas pris de riz. Prendre un riz, c'est toujours un peu compliqué sur un voilier pour que les auditeurs comprennent bien. On est sur un bateau qui est chargé. Contrairement à Mmh. ce qu'on peut faire quand on va en France, sur le littoral, naviguer pour quelques heures, le Ouais, ouais. bateau est dans sa jauge normale. Là, nous, on est au-delà de la jauge autorisée, évidemment. Le bateau, on a peut-être, je sais pas, 150 kilos de matériel sur les coques. Donc, même s'il est un petit peu renforcé dans ses haubans, dans sa structure, etc., contrairement à ce qu'on peut vivre quand on est en navigation normale, on n'a pas le mouvement de la coque qui se lève un petit peu. Et donc, toute énergie, elle est vraiment prise par les matériaux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on se rapproche d'un point de rupture. Et c'est ce point de rupture qu'il faut anticiper au maximum. Bon, démater, c'est pas un drame, mais j'ai déjà dématé 3 ou 4 fois, mais démater sur un bateau au Groenland, en pleine tempête, avec une eau à 2 degrés, dans laquelle l'espérance de survie est de moins d'1 minute, heu, ça devient Ça vraiment, devient vraiment critique, ouais. problématique, critique, voilà. Donc en fait, il faut surveiller ça et donc ça veut dire qu'il faut, réduire sa voile au moindre signal et donc ce qui fait la particularité, de ceux qui se lancent comme nous, je pense, dans ce genre d'aventure, c'est une attention, une concentration sur la lecture, du plan d'eau. C'est-à-dire que très loin, il faut regarder ce qui se passe. Est-ce que, voilà, il y a des signes précurseurs d'un vent qui va se lever, rapidement? Et et tu vois, c'est toute la saveur de la navigation au contact, en fait. C'est au fur et à mesure, enfin moi tu vois, on a fait 2 saisons à 2 000 kilomètres. En fait, c'est au fur et à mesure, déjà, tu as tes peurs aussi, tu vois, qui tombent. Tu appréhendes de mieux en mieux ton environnement, et puis après, en fait, ça devient presque heu, c'est pas un réflexe, mais tu fonctionnes à l'oreille, tu commences à repérer, tu vois, le mouvement de l'eau. Hem, il y a quelque chose, va voilà, tu deviens, tu es presque en symbiose, en fait et c'est ça ce Mmh. qu'on aime, malgré les embruns, l'eau, enfin, je veux dire, le froid, on en reparlera. Mmh. Il y a quelque chose de
Tu vois, tu t'affûtes, en fait. C'est comme si le vent dessine tes contours, en fait. Tu vois, tu deviens, il y a quelque chose de, tu vois, de très Fusionnel. fusionnel, instinctif, en fait. C'est ce qu'on vient chercher aussi. Tu retrouves T'as des réflexes très des réflexes. primaires, toi. Oui, Ouais. exactement. Mhm. Tu vois, Ouais. sans Ça, artifice. ouais. Bah, ça doit être intéressant de sentir qu'on est toujours en nous les citadins, etc. Mm. Je suis Ouais, pas tout à fait citadine, mais enfin bon, on se comprend. En tout cas, les civilisés, entre oui, guillemets, les qu'en urbains. nous, le corps sait encore, qu'il y a une mémoire qui vient d'ailleurs, de génération en génération, qui est toujours là. Et ça, je trouve ça, ouais, c'est fascinant. Dire, tiens, tout compte fait, je suis plus que ce que je croyais. Je suis pas tout seul. Il y a des instincts qui ont été accumulés par mes ancêtres, et qui, même quand ils étaient encore animaux, et qui sont toujours là, quoi. Hein. Comme on redécouvre quand on fait de l'apnée qu'on a toujours des réflexes de mammifères Mm. marins, avec la circulation sanguine qui peut changer, etc. Donc tout ça est fascinant. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie de l'aventure pour moi, c'est de retrouver Et cet faire en sorte que ancrage. cette vibration dont on parlait au départ, Mhm. dont parlait Jean Mallory, c'est en fait, progressivement, au fil des jours, elle fait disparaître en fait un stress, parce que c'est normal, on est quand même dans des conditions extrêmes, mais progressivement s'installe un bonheur. Progressivement s'installe un bonheur profond. Progressivement s'installe un sentiment de bien-être. Et tu vois, on a enchaîné, surtout l'année dernière, des navigations jusqu'à 28 heures sur le bateau. Parce que vous l'avez fait ça à l'époque du soleil de minuit, comme on dit. Oui, ce qui est, Voilà. voilà, c'est des nuits sans fin. Du coup, tu as une autre énergie, tu es à l'écoute de la nature aussi, qui vit différemment. Et puis, en fait, tu es en symbiose avec ton bateau, en fait. Tu vois, Mhm. On a appris, par exemple, on a eu une vague de brouillard qui est arrivée très vite du Canada. Qui, Quand on dit très vite, c'est un brouillard qui se déplace tu vois, à 25 nœuds, tu vois. C'est un Ah ouais, truc ouais. qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude Et de avec voir sur nos côtes. un coup de vent, mais terrible. Oui, on a eu 3 vagues comme ça de brouillard. Et ça, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc voilà, il faut se mobiliser, retrouver ses réflexes. Et après, on a eu grand soleil, plus de vent du tout. Tu vois, c'est des changements de régime de vent et de météo très rapides. Ce qui caractérise la navigation, entre autres, au Groenland. Ok. Sans parler des Ouais. Asdam, on y reviendra, je pense. Alors, ce que tu évoquais, ce qu'il faut faire comprendre aussi, c'est que contrairement à un habitable, on est toujours exposé aux éléments et on ne peut pas rester trop longtemps à bord. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, nous, on a pris le parti de faire de l'eau chaude. Ça nous permet de manger des lyophilisés, etc. Quand il n'y a plus d'eau chaude, on peut manger des bars, mais on ne va pas manger des bars pendant 15 jours, quoi. Donc, on revient à terre. Donc, au bout de 48 heures maximum, on revient à terre. Donc, en fait, il y a cette période. Voilà, on dort un petit peu à bord. Quand je dis on dort, c'est-à-dire que on est dans des combinaisons de survie qui sont vraiment faites pour ça. Sous nos combinaisons de survie, il y a des doudounes. Il fait 4-5 degrés. Donc, dans l'absolu, ça se gère très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engelure, il n'y a pas de phénomène de froid intense qui vous crispe, etc. Mais on est un petit peu à la limite du froid qui commence un peu à piquer. Mhm. Et on est surtout statique pendant de très 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 longues heures, exposé aux embruns. Ça veut dire qu'on a toujours les pieds et les mains humides. Et donc, quand on cherche à se reposer ou à dormir, on peut rarement dormir plus de 45 minutes parce que on est vite saisi, tétanisé par le froid, les muscles se reposent et progressivement, le froid s'installe, même à l'intérieur de nos combinaisons. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Corps se refroidissant avec le sommeil, ouais, ouais, tout à fait. C'est Ok. ça. Et c'est pour ça qu'on avait une palette de gants, si tu veux, pour manœuvrer, hein, parce que les écoutes, elles sont toujours sur le trampoline, donc à l'eau. On a pris des grands gants de pêcheurs groenlandais qui te remontent quasiment jusqu'aux épaules quand on avait de la pluie. On alternait, enfin, je sais pas, on avait 5-6 gants tout le temps dans nos petites... on avait nos gilets et derrière, on avait comme une grosse poche dans laquelle on mettait nos gants au sec. En termes d'accessoires, je crois que c'est ce qu'on a eu le plus à sortir, si tu veux. Mais ça a été de l'empirique, en fait. On a testé plein de choses. Du néoprène, du gant mappa, enfin, tu vois, voilà. Des gants, des moufles de laine avec Pour rester au chaud. surmoufle. Puis, faire des manœuvres avec des grosses moufles, ça marche pas, ça. Donc, il y a un moment, il faut que tu retrouves l'agilité de tes doigts, en fait. Cette dextérité
En gros, tu n'as pas besoin de gants en temps normal. Mmh. C'est-à-dire que la journée, il fait beau. De toute façon, il y a toujours le soleil, hein. Il fait pas de nuit, il y a pas de nuit. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Donc ça veut dire que de temps en temps, s'il y a pas de vent, la température peut monter un petit peu, donc ça devient L'abri du presque vent. agréable Ouais, quand ouais. même, hein. Mmh. Donc là, tu as pas besoin de gants. Par contre, quand il se met à pleuvoir, voilà, que tu es en plein milieu de la nuit, donc le soleil est vraiment au ras de l'eau, donc là, il faut des gants, là. Là, il faut des gants et ça peut durer 10 heures, et là, la gestion devient un peu compliquée. D'accord. Et puis alors, le verdict, quel gant? Quelle est la combinaison gagnante? C'est la pluralité, en fait. Ouais. Voilà, Ah, Ouais. d'accord. c'est en fonction des manœuvres que tu auras à faire, de la météo aussi. Donc en fait, tu dis, on a alterné, on a fait une vidéo d'ailleurs très drôle là-dessus. C'est vraiment le fait d'avoir des gants secs de Voilà, rechange, tout le temps. parce Oui. qu'il y a un moment donné, à force de prendre des vidéos, à force de regarder ton Oui. téléphone, à force de faire des manœuvres, tu remets de l'eau dans tes gants, et donc il y a Oui. un moment donné, tu as froid. Et Donc le secret, Mhm. c'est d'avoir des gants secs, de changer, Une et panoplie. puis voilà, tu fais ta navigation, au bout en 48 heures, tu as cramé 5 paires de gants, et puis après, tu les fais sécher au soleil tranquillement sous ta tente. Voilà, et puis il faut savoir que les Groenlandais sont des pêcheurs, donc ils ont toujours plein de gants. T'en trouves partout dans les supermarchés, dans n'importe quelle boutique, tu as toujours une paire de gants, si tu veux. Donc là-dessus, il y avait absolument pas de problème tu vois, pour les renouveler. Voilà. Ça va. Ça va. Fallait pas perdre les autres pièces, mais les gants, ça va. Exactement, ça va. On va parler justement de vos rencontres avec ces personnes, mais d'abord, est-ce que vous pourriez un peu surtout nous qui n'avons pas encore été au Groenland, nous expliquer un peu ces paysages de terre et de mers enlacés? C'est joli ce que tu as dit d'ailleurs, j'en ai beaucoup aimé ta poésie. Si tu veux, c'est une côte qui est une succession d'archipels. En fait, tu as plein d'îles. Puis après, tu as ces régimes de fjords qui remontent plus dans l'intérieur des terres. Donc, c'est des Mhm. de grandes Ouverture. falaises, des grandes ouvertures. C'est une alternance de tout ça, si tu veux. Donc il y a Et du plat, il y a de l'escarpé, il y Alors, a... oui, il y a toujours en toile de fond la calotte que tu glaciaire, vois. que tu Ah vois, oui, que tu que tu vois aperçois plus toujours. ou moins. Ok, En deuxième superbe. plan, tu as les montagnes enneigées, Mhm. qui là se profilent sur quand même au moins, je sais pas, une centaine de kilomètres, hein. Donc il y a quand même, on les voit, une succession de chaînes. Et après, au premier plan, ça peut varier selon les régions. T'as des régions où t'as des falaises, t'as des régions où t'as des plages, t'as des régions où t'as des petites criques, donc t'as un petit peu de tout. Le point commun, c'est que à aucun moment, il faut le rappeler parce que tout le monde n'est pas allé au Groenland, mais je vous invite à y aller, mais on imagine mal, mais en fait, il n'y a pas de route qui relie un village à un autre. Les seules routes qu'on trouve, c'est dans la capitale, où là, il peut y avoir des routes. Je ne sais même pas s'il y a un feu rouge d'ailleurs à Nuuk. Si, il y en a. Si, il y en a. Oui, oui. Mhm. Mais sinon, dans la Ah bah visiblement, nature, il l'a grillé. Mais, non, mais et donc c'est pour ça que les Groenlandais, si tu veux, l'hiver, ils voyagent en hélicoptère ou en avion, et l'été, Mhm. c'est en bateau. Il y a un ferry en fait qui relie tous les villages D'accord. sur la partie sud jusque pas complètement dans le très grand nord groenlandais en fait. Tu as Mhm. vraiment le mais autour de Kramaktulé, et sinon voilà c'est et alors il faut savoir que donc ils ont tous des petits bateaux de pêcheurs. Ils sont très connectés sur Facebook. Et en fait, tu as Mhm. des groupes où les gens s'organisent pour pouvoir aller de village en village, en fait. Ça, c'est quelque chose, Ok. c'est un peu le blabla boat Blablacar, ouais, ouais. voilà, Blablaboat. blabla boat, voilà. Excellent. Mais voilà, il n'y a pas de route entre les donc, il n'y villages. a pas de route et il n'y a pas de sentier. C'est-à-dire, quand tu sors d'un village, tu es dans la nature, la vraie Génial. nature. C'est-à-dire qu'il n'y a Ah, même pas une empreinte de pas waouh. humain. D'ailleurs, il n'y a quasiment pas de déchets, d'ailleurs, non plus. Très peu. Et donc, ça veut dire que quand tu pars, quand tu arrives quelque part, tu poses le bateau, tu montes ta tente, et après, si tu as envie d'aller te balader, bah, tu choisis ton itinéraire en fonction de là où tu as envie d'aller, mais tu vas pas suivre un chantier ou des traces. C'est une Voilà. végétation très rase ou... Alors, la végétation au Groenland, en fait, selon la latitude, elle est plus ou moins haute. Quand je dis plus ou moins haute, il y a des forêts dans le sud du Groenland, pas à Mhm. Nuuk, mais un peu plus bas. Mais quand on parle de forêt, c'est des arbres d'un mètre de haut, hein. Donc D'accord. il y a des petits arbustes. Donc c'est plutôt une Mhm. végétation de lichen. Et plus on va vers le nord, plus ces lichens sont vraiment au ras de... Mais ils font de l'agriculture dans le sud, si tu veux. Ah ouais. C'est voilà, c'est très vert. C'est pour ça qu'on s'appelle le Groenland.
Mais Ils étaient que dans le sud à cette époque-là. voilà. Et puis, évidemment, tu as des glaciers. Donc, qui dit glacier, iceberg. Et ça, les icebergs, en fait, tu commences à les croiser Oh, à Disco, quand tu arrives à Disco. voilà, du côté d'Ilulissat. Au départ, tu navigues au milieu des îlots, des îles. Et puis après, rentre dans ta navigation ces magnifiques sculptures de glace qui sont fascinantes, qu'il faut tenir à distance. Oui. Qui au départ sont uniques, c'est-à-dire tu vois ce qu'on appelle un tabulaire, c'est-à-dire vraiment un gros iceberg qui peut faire 100 mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de large. Donc tu les vois de très loin et là tu te dis waouh, un iceberg. Et puis progressivement t'en vois deux, t'en vois trois, puis à un moment donné t'en vois partout, hein. Et il y a des zones comme ça selon la saison, parce qu'évidemment ça aussi on n'en a pas parlé, mais ce genre d'expédition ne peut se faire qu'en été. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Et en gros, avant le mois de juillet, on va dire, la baie de Disco, elle commence à se dégager vers la mi-juillet, tranquillement, hein. Donc ça veut dire que si tu essayes de passer fin juin, il y a des endroits où ça passe, mais il y a des endroits où ça passera pas. Et donc, tu as même des cartes spécialisées sur la nature des glaces et leur densité, qui te permettent de savoir où tu mets les pieds. Et les pêcheurs ou ceux qui naviguent sont dans l'attente d'un éparpillement des glaces d'été. Dans la baie de Disco, on a le principal glacier de l'hémisphère nord qui va charrier en fait continuellement un flot de glace. Et donc, selon que tu te rapproches de cette zone-là, tu vas retrouver une densité parfois très forte au point de ne plus pouvoir avancer. Alors quand on est allé après plus dans le nord et qu'on s'est retrouvé à nouveau dans des zones de glaciers, parfois on se retrouve dans des zones où on est bloqué et là comme on n'a pas de moteur, on n'a pas trop cherché à pousser. Donc tant qu'on voit qu'il y a une petite ouverture sur 1 km, 2 km, on va essayer de passer. Mais si on sait qu'on a un champ de 15 km qui est trop dense, on peut se retrouver véritablement bloqué. Donc attention. Ok, comment tu faisais pour voir? Alors, tu lâchais un drone pour voir comment c'était derrière ou tu... Non, après tu le mesures, en fait, c'est la densité à l'œil en fait. On a essayé d'ailleurs, c'était le dernier village au nord du Pernavik qui s'appelle Apilatoc. Là, on a fait demi-tour et pour pouvoir y accéder, on a contourné et là on s'est pris plus de 10 km et là c'était à la rame parce qu'il n'y a plus de vent. Donc voilà, ça c'est les aléas de la navigation dans ces coins-là. Et alors, Mais c'est ludique, hein. oui, très. Très Et il ludique. y a quelque chose de très intéressant avec les icebergs. Ils ont des couleurs très différentes. Tu vois, plus ils sont chargés en eau douce, plus ils ont des couleurs qui sont dans les tons bleus. Et alors, sous l'effet du soleil et de la chaleur, les bulles d'air qui sont prises dans la glace, en fait, se libèrent. Et en fait, tu as des détonations tout au long de la journée. Et le jeu, c'est d'arriver à repérer lequel a détonné et qu'est-ce qui va se passer après. Parce que parfois, tu as des pans entiers de glace qui tombent. Donc, c'est fascinant en fait, hein. C'est pas du tout un monde, on va dire, silencieux. La glace vit. En termes de sonorité, c'est fascinant. Il nous est arrivé 1 ou 2 fois de passer pas très loin d'un iceberg et s'est effondré. Donc, à la fin aussi, on essaie d'apprendre, tu vois, à lire leur façade. C'est jamais lisse, hein, c'est absolument magnifique, en fait. C'est des vraies sculptures. Dans certains coins, tu as des courants qui font que la glace se resserre et là, tu trouves donc des champs de glace. C'est un peu, je dirais, un tailleur de marbre qui aurait laissé... voilà, c'est... Son chantier derrière. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Excellent. Ouais, j'avais pensé, tiens, j'ai interviewé beaucoup de plongeurs qui plongeaient sous la glace et je me dis, mais quand ils étaient c'est près des dangereux. icebergs, ouais, c'est ça, j'ai jamais pensé à ce danger-là, Oui, tiens. c'est périlleux, ça peut se retourner. Ok. Ça prévient pas, en fait. Tu sais, c'est le rapport entre la masse sous l'eau et hors de l'eau. Et quand... Oui, quand on s'est déjà retrouvé à la flotte comme ça, on s'amusait à escalader un iceberg et ça s'est retourné. Ouais, Mais oui, parce qu'en fait, la quille était pas très profonde, en fait. Oui, c'est ça, tu te dis, oui, bon. Et ça t'apprend aussi, t'apprends à les lire Mais au oui, fur et à c'est mesure. ça.
tu vois. Ouais, exactement. Vous êtes un duo homme-femme, donc est-ce que vous avez remarqué des choses qui étaient sympas en fait dans le fait d'être homme et femme, une complémentarité, où il y en a un qui est plus fort pour un truc, l'autre pour l'autre. Surtout, ne me dites pas la cuisine, hein. Euh, Ou cette complémentarité des regards aussi, portés sur l'aventure et sur la journée qui a été vécue, ça peut être dé- sympa. déjà, il y a la chance de se trouver un partenaire qui aime les mêmes choses que soi. Enfin, j'irais, me concernant, trouver quelqu'un qui aime le froid à ce point-là, de pouvoir aller passer 2 mois tous les ans, enfin en tout cas là 2 années de suite, à 5 degrés, sans perspective de réchauffement. Tu t'es baigné quand même hein, dans l'eau à 2 degrés. Ouais, j'ai nagé, moi. En plus, j'adore nager dans l'eau Ça froide. fait plaisir. Je me suis amusée, en fait, voilà. Ouais, il paraît que c'est très bon, hein. Oui, ça te donne un sacré coup de fouet. Puis l'eau, elle est très claire. Mais oui, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que Ce caractère, je sais pas si c'est... On va l'appeler genré. Après, en tout cas, c'est super Ouais. agréable de Ouais. pouvoir voilà. faire ce genre Quelqu'un qui a les horizons de larges. vivre tu ces sais, moments-là à deux. et qui aime l'inconnu, l'improvisation, tu vois, du moment, enfin de l'aventure. Et oui, pour moi, c'est une vraie complémentarité. Parce qu'on a une sensibilité qui est similaire Mhm. aussi, tu vois. Et puis, moi, je dirais que ce qui est aussi très appréciable, c'est que c'est pas évident. Enfin, dans ce type d'expédition, on touche toujours à l'humain. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment le fond. Le reste est vraiment mineur. Donc, c'est vraiment la Quand tu relation pensais la humaine. compétence, oui. Oui, enfin, tout ce qui vient autour, tout ce qui t'arrive, le matériel, enfin, voilà, c'est l'humain le central et c'est exacerbé parce qu'on vit des choses qui sont parfois dures, parfois éprouvantes, parfois exaltantes, parfois, voilà, donc on a besoin d'être raccord sur cette sensibilité-là. Donc, quand on a la chance d'être avec quelqu'un qui est au diapason et qui ressent les choses aussi fortement que soi, là, c'est super. Là, c'est super. Ouais. Et puis, tu vois, d'être enthousiaste, positif. Il y a un problème, c'est pas un problème, tu vois. Et même, c'est assez stimulant. Je sais pas comment... C'est ce que je disais tout à l'heure, tu sais. En fait, on s'affûte. Tu sais, tu retrouves d'autres réflexes que des réflexes de bureau. Enfin, c'est une autre humanité, en fait. Et enfin, c'est dans la nature et dans des conditions un peu extrêmes où tu les revisites. Et en fait, on les a en nous, hein. C'est ce qu'on vient chercher quand on repart en dehors des sentiers battus, si tu veux. Ouais, d'accord. Ouais, super, super. Voilà, après, le petit clin d'œil à ta fille, c'est quand tu es une femme, tu es dans une combinaison de survie totalement intégrale. Eh bien, quand tu as besoin d'aller aux toilettes, il faut que tu dévisses ton système, que tu enlèves tes 3-4 couches et que tu t'organises. Voilà. Les hommes ont un peu plus d'agilité, tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais à part C'est plus ça, simple pour nous. ouais, c'est plus simple. Exactement. Bonjour Dominique, bonjour Paola. Est-ce que c'est facile pour les gens du Groenland de vivre avec si peu dans la nature? Alors, le rapport à la nature des Groenlandais est vraiment exceptionnel. C'est pas une fable. Quand on parle d'eux, c'est vraiment très fort. Ce sont des gens qu'on essaye d'influencer dans leur mode de vie. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais logistique et de coûts, le Danemark a souhaité fermer parfois des villages et donc a souhaité extraire en fait une partie de la population de leurs habitudes ancestrales et de leur lien à la nature. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le monde de toute façon, même en France, à un moment donné, il y a de moins en moins d'agriculteurs, les gens se sont coupés de tout ça. Bon, mais nous, on a retrouvé vraiment des gens on a retrouvé tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, moi, la nature, j'en ai ras-le-bol de vivre comme ça. C'est-à-dire concrètement, il y a des choses qui sont pas évidentes à vivre parce qu'on est quand même enclavé toute l'année. La nuit polaire, 4 mois de nuit polaire, c'est extrêmement éprouvant mentalement et physiquement. Donc, Vraiment. même pour eux, ouais. Même Oui, pour le non, pêcheur ça, qui, tous les jours, hein, il part. c'est horrible. Ici, il est dans le froid Donc, faut être extrême. Hein. sacrément Mhm. structuré pour pouvoir résister à Ouais. ça. Ouais. Donc, ça développe d'autres choses, ça développe un sens de l'humain à l'intérieur des villages, surtout des petits villages. C'est très familial, on pourra peut-être en reparler, mais ça développe, voilà, ils ont le sens du partage. Dès qu'il se passe quelque chose au niveau du village, ils s'invitent les uns les autres. Enfin, tout ça est très convivial. Et il y a une convivialité qu'on a perdue, nous, dans nos grandes villes, ça c'est clair, hein, ça on les a pas. Par contre, je voulais insister sur la chasse et sur les traditions de pêche et de chasse. Ce sont des gens qui ont gardé ça de manière très ancrée. Et lorsque, après ces mois d'hiver, etc., que l'été approche, l'ouverture de la chasse aux rennes, c'est quelque chose de fondamental dans la transmission
Mmh. Transmission, le père, la mère qui va fumer les poissons et qui va apprendre aux enfants comment ça se passe. Et là, ça donne lieu à des moments de complicité familiale, de transmission d'un savoir-faire qui sont vraiment exceptionnels et qui font l'essence de la vie dans la nature. Nous aussi, c'est ce qu'on aime hein, finalement. Enfin, voilà, on s'est irrigué de tout ça. Et voilà, c'est un double rapport, un peu comme partout, mais qui est exacerbé de nature, je t'aime plus parce que c'est trop dur, et de nature, je t'aime et je reviens vers mon pays natal et vers mon village natal parce que c'est ce que j'aime. Euh, Mmh. et alors, il faut savoir que l'ouverture du... Enfin, et alors, tu vois, le renne, la baleine, le narval, en fait, ça fait partie le phoque, c'est fait partie de l'alimentation, on va dire, traditionnelle. Dans tous les supermarchés, il y a un rayon qui est réservé à ça, en fait. Hein. Mmh. Et OK. quand la chasse aux rennes, en fait, les villages se vident, restent dans le village. Les vieillards, qui sont plus du tout en capacité de chasser, parce que quand ils partent, c'est une semaine, c'est des campements, enfin, les femmes, enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout de... Enfin, les femmes chassent, hein, nous, on a des Mmh. amis à Nouk, c'est aussi pour ça on est parti de Nouk. C'est la maman qui chassait et elle a transmis ça à ses enfants, notamment à son fils. Mmh. Et alors, il y a quelque chose qui est magnifique dans le rapport à la nature, c'est que quand le soleil se couche Mmh. pour les mois d'hiver et quand il va réapparaître, si ne serait-ce qu'une minute, le village s'arrête et tout le monde va lui dire au revoir. J'en ai les frissons. Et, euh, Mmh. et, euh, et l'accueil quand il arrive. C'est une fête, hein, c'est C'est- vraiment une fête Tu villageoise. vois, On peut tout le comprendre, monde. ouais. Il n'y a pas que les enfants à l'école. Hein. Euh, Et en fait, ce rapport au soleil, on l'a perdu, nous, enfin, on l'a perdu, on l'a jamais eu avec cette force-là, en tout ouais. cas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que Que d'être d'être dans privé. la nuit polaire. Mais vraiment, le soleil qui nous chauffe, le soleil qui nous fait du bien, avec tous les effets positifs sur le mental, sur la peau, tout ça, c'est quelque chose extrêmement fort, fortement ressenti et donc fêté. Oui, et alors, tu vois, la jeune enfin, les jeunes, tu le sens, il y a beaucoup enfin, comment dire, de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre de manière très moderne, donc lâcher le village, ils en ont besoin, donc ils partent à Nouk, parce qu'ils veulent, ce que des jeunes veulent enfin, que ça vibre, qu'il se passe des choses, si Ouais, tu veux, dans les ouais, ouais. villages, à part être pêcheur, travailler à la commune ou être jeune maman, si tu veux, enfin, les perspectives professionnelles, il y en a pas beaucoup. Donc, et puis, tout le monde ne fait pas du kayak, tout le monde ne part pas à la chasse en traîneau, tu vois. Et donc, il y a cette dimension traditionnelle qui ne se perpétue pas tout le temps. Et par exemple, moi, j'ai eu la chance d'interviewer justement des Groenlandais sur leur rapport à la nature. Et il y a une jeune femme était partie à Nuuk, donc vivre, et elle m'a dit, mais j'ai pas supporté le stress de la grande ville, alors que enfin, c'est 19 000 habitants. Et elle est repartie dans son village parce qu'elle voulait voir le soleil et voir les baleines passer au pied de sa maison. Et ça, voilà, ça te dit tout sur leur relation. Et alors, nous, on parle pas groenlandais, mais quand tu lis des poèmes, il y a quelque chose de très, 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 très fort, en fait. C'est des gens qui sont très pudiques aussi. Voilà. Et de même, on a passé des journées à la pêche avec des Groenlandais. On a eu la chance. Ça, on a eu cette chance-là Ouais, bah, ouais. d'être Oui. admis dans des familles pour aller à des parties de pêche familiales, et notamment 2 frères qui sont partis avec leurs enfants en bas âge, c'est-à-dire quoi, ils avaient quoi, 7 7 ans. et 4. Donc vraiment Ouais. les premiers apprentissages de la pêche. Et quand tu vois le gamin à 7 ans qui se lève et qui te dit: Là, j'ai vu un phoque que toi, tu as absolument pas vu, et pourtant on est habitué hein, à repérer les phoques. Mais le gamin, il sait déjà ce que c'est. Et il sait déjà comment va se dérouler le processus de pêche. Voilà. Et alors, nous, voilà, ça a été la pêche à la morue. Donc, tu sortais des morues de, je sais pas, 5-6 kilos en quelques minutes. Et donc, l'été, si tu veux, pour nourrir leurs chiens, on leur donne soit du phoque, soit de la morue. Donc, les parties nobles vont aux humains, et puis le reste va aux chiens. Et alors, pour revenir à l'attachement des Groenlandais à tu vois, on va dire leur nourriture traditionnelle, tu as beaucoup de Groenlandais qui vont se faire soigner au Danemark. Et alors, pour qu'ils aillent bien, si tu veux, ils transmettent vraiment à leur famille. Hein. Tu peux pas leur faire plus plaisir si tu leur apportes
un morceau de phoque ou de renne quand ils sont dans des, tu vois, en séjour long où ils se font soigner. Pour eux, c'est fondamental, si tu veux. Alors moi, j'ai Donc, jamais compris d'ailleurs pourquoi on mangeait pas de rennes en France, parce que franchement, très je bon. t'assure, mais Ça. c'est exceptionnel. Alors on en mange beaucoup en Suède évidemment, mais en Scandinavie et au Groenland, c'est vraiment délicieux. C'est des viandes, tu sais, qui sont maigres, qui sont... voilà. Ils ont une qualité, si on peut dériver un tout petit peu sur la partie culinaire, quoi, et ils ont une qualité je dirais, de ressources, que ce soit au niveau de la pêche ou au niveau De la mer. des rennes hein, et des bœufs musqués, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel, une qualité de viande qui est super. Voilà, après, la gastronomie groenlandaise, elle a du potentiel, si tu veux. C'est bouilli, si tu veux. Et puis alors, il faut savoir que pour avoir partagé la vie de 2 sœurs qui nous ont accueillis à la fin de notre première expédition et l'année suivante, les hommes de la famille qui pêchent, ils rentrent et ils sortent à n'importe quelle heure. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, tu vois, Mijote. de près qui mijote, en fait. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Bah, et voilà. Y a pas d'heure. Moi, j'ai eu la chance puisque l'idée, c'était quand on demandait l'hospitalité, c'était en échange de leur apporter quelque chose. Donc, on a cuisiné des crêpes. Nous sommes dans le village de Atamik et nous avons été invités par une famille groenlandaise à les rejoindre pour le dîner. Nous allons ce soir leur apporter un dîner français. C'est assez dépaysant de faire des crêpes à la française dans un village du Groenland. Elles ont intérêt à être parfaites. Pourquoi ? Parce que ce soir, nous représentons la France. On a mis. Et moi, j'ai cuisiné pour une famille du Renne, truffé à l'ail, un peu, tu sais, comme notre gigot. Ça, c'était totalement inédit. Et ça a été le source de beaucoup de blagues en me disant, mais Paola, si c'est pas bon, je te balance à la mer. Et en fait, il a découvert, mon hôte a découvert une cuisine, tu vois, aux épices. Voilà, puis si tu veux, ça, dans les villes où les gens ont beaucoup d'interactions et voyagent, tu as des accès voilà, à des restaurants et des choses un peu plus, on va dire, raffinées. Dans les villages, voilà, c'est un apprentissage. D'accord. Et ils ont aimé ou tu as été faire un Oui, petit bien bain? sûr. Ah, mais non, tu vois, je suis encore là. Oh non, ils ont vraiment aimé. Mais voilà. Après, je reviens sur le rapport à la nature, ils vont pas du tout sur la calotte glacée, hein, c'est pas du tout leur truc, ils vont pas en montagne, ils vont pas à l'intérieur des terres, vraiment très rarement, leur truc c'est vraiment... Alors si, pour chasser le renne, là ils rentrent un peu à l'intérieur des terres, mais sinon ils n'y vont pas en balade. En mer, ils n'y vont pas non plus en balade, ils n'ont pas la navigation de plaisance comme on peut avoir. Oui, c'est D'ailleurs, ça. C'est pas quand des ils regardent loisirs. le catamaran et sans moteur, ils se disent, mais vraiment, c'est quoi ces deux tarés? Ah, mais ça a été très, Ouais. très, très, très drôle. Ça a été tu sais, le icebreaker dans les rencontres. C'est ce qu'on attendait, nous, à chaque fois qu'on débarquait dans les villages, c'est qu'est-ce qui va se passer? Quel va être tu vois, le moment de la réaction. rencontre? Mais du coup, le rapport à la mer, pour quelqu'un, enfin, si tu veux, il n'y a pas un village où tu ne vois pas. Les cimetières sont immédiatement aux abords des villages. Tu peux pas creuser parce que c'est de la roche. C'est de la roche, hein, donc tous les tuyaux des maisons sont apparents. Les cimetières, les tombes sont apparentes. Et donc, tu as aussi les histoires. Et dans tous les villages, tu as des familles entières qui ont été décimées suite à un accident de navigation. Tous. Systématiquement, parce qu'ils naviguent un peu comme des fous, faut l'avouer, hein, très très vite. Et parfois, tu as soit des rochers, soit des morceaux de glace noire, comme on dit, que tu ne vois pas, qui sont très durs et qui vont te fendre le bateau en deux, et puis c'est terminé, quoi. Et puis, ils ont un rapport à la mer qui est presque, tu vois, c'est fataliste. C'est-à-dire que il y a très peu de gens qui savent nager. En fait, ils vont pas forcément... Parce qu'en fait, ça sert à rien de lutter, en fait. Autre exemple, Il y a il y a un rapport à l'élément mer, à la nature qui est presque... Voilà, la mer est source de richesse, mais il y a aussi beaucoup de légendes, si tu veux. On l'accepte, tu vois, dans toute sa puissance, en fait. Il y a pas de... et Il arrive un accident, mais c'est pas... on a voulu emmener des enfants naviguer pour leur Ouais. montrer ce que c'était, des petits, hein, des tout petits même. Et on a dit, voilà, il y a une condition, monsieur le papa, madame la maman, c'est que vous ayez une combinaison de survie. Bon, et j'ai, ah oui, on arrive, ils vont adorer ça, génial. Ils reviennent 2 secondes après avec les combinaisons qu'il là-bas, c'est qui sont là-bas, c'est des combinaisons de ski, Tu sais, intégral, tu sais qu'on a... mais qui sont absolument pas des combinaisons de survie Étanche, en fait. étanches.
Donc là, on s'est regardé avec Paola, on s'est dit: «Bon, OK, je crois que de toute façon, on trouvera personne avec une combinaison étanche, donc c'est un risque qu'on ne prend pas». Donc voilà, donc on a assumé de prendre ce risque parce que les conditions étaient très bonnes, mais le petit gamin de 7 ans là qu'on a pris, par exemple, ou sa sœur, voilà, on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur parce Et, que, ça a été un moment extraordinaire. Tu vois l'émerveillement des enfants qui découvrent une navigation sans bruit, en fait. Tu vois, juste à la voile, et même la propulsion à la voile. Et je vois encore ce petit garçon regarder à travers, tu sais, les mailles du trampoline, l'eau, et s'émerveiller. s'émerveiller. Et alors, en revanche, dès que tu entendais un iceberg, tu sais, qui explosait, là, tu n'avais pas du tout un regard d'enfant. Tu avais un regard enfin Il d'enfant était bien au qui, courant, quoi. voilà, qui Ouais. connaît bien les dangers, si tu Ce veux. sont des Et populations qui sont un peu traumatisées quand même par les tsunamis. Ça, on Ah oui? l'ignore souvent, mais il y Ah a oui, eu, on il y l'ignore. a il y a Alors, il je y a l'ignore. quelques années, il y a eu des villages entiers qui ont été décimés. par des glissements si tu as des grands glissements de terrain, en fait. Voilà, Mmh. Donc, donc ça crée des vagues de 20, 30, 100 mètres de haut et qui partent sur, et qui sur des tue alors, kilomètres. qui tue évidemment tous les chiens sont enchaînés dans les villages parce que sinon ça serait ingérable, hein. Donc il y a des Mmh. centaines de chiens dans chaque village, donc eux, bah, ils sont noyés et maintenant, bah, tu as plus le droit de construire des écoles, au ras de l'eau, tu as plus le droit enfin voilà, tout est un peu réglementé et Mmh. les nouvelles constructions doivent être un petit peu en hauteur. Et voilà. Mmh. Et nous, on a croisé un village qui avait été abandonné suite à un glissement de terrain qui avait emporté quasiment un village et qui en avait touché d'autres, si tu veux. Donc, quand tu arrives là-dedans, c'est une ville fantôme. C'est particulier. Tu retrouves encore les assiettes pleines, Ah les oui? frigos pleins. Ah Ouais, oui, ah oui, OK. Oui, oui. ils ont quitté le Ils ont village quitté le village. sous sommation, il fallait partir. Et alors, il y a certains pêcheurs, tu vois, qui viennent passer la nuit parce que quand ils partent en campagne, si tu veux, ils rentrent pas forcément le jour même. Alors, il faut savoir qu'ils ont tu vois, c'est des embarcations, c'est un peu des coques de noix, hein, mais ils sont capables d'emmener jusqu'à 1 tonne de poissons. Et c'est des gros moteurs de 100 chevaux. Donc, Mais le premier village qu'on a visité, à Tamik, ça a été un coup de foudre immédiat pour nous. Bon, on se fait tout de suite inviter dans une famille, grand banquet, je sors le ukulélé, ils sortent la guitare, on commence à jouer, tout le monde danse, c'est tout extraordinaire et ils chantent un chant Atomic Song, le chant du village. On s'est aperçu que c'était ça dans tous les villages. Ils avaient souvent un chant comment dire, au nom du village. Et on les a fait traduire en fait ces paroles pour comprendre que finalement, bah, c'était en fait un chant de résistance, un chant de résistance et de commémoration du lien à la nature. L'État a voulu les ramener vers la capitale il y a quelques années, de force, ils se sont tous ligués, ils ont dit no way, et ils ont lutté. Donc c'est une lutte vraiment avec leur tripes, toutes les familles se sont battues pour rester et maintenir leur village et leur lien à la nature. Donc ça, c'est vraiment super fort. Et c'est en fait soumis, si tu veux, aux campagnes de pêche. Ils décident de fermer pas en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des pêcheries. En fait, tu as tout au long de la côte, En fait, il y a une grande chaîne. voilà, Royal Greenland, en fait, qui sont les pêcheries groenlandaises. Et effectivement, ils ont forcé des villages à se regrouper. Donc, c'est vraiment un déchirement, si tu veux. Et
Et certains se battent pour maintenir l'école, tu vois, avoir un instituteur. C'est là où on retrouve ce que disait Mallory. Pensez pas le trouver là, si tu veux. Tu vois, c'est vraiment l'attachement au village. C'est vraiment Et effectivement, les maisons au Groenland, c'est des maisons en bois de toutes les couleurs, mais tu n'as pas un village qui se ressemble, tu n'as pas une atmosphère qui soit similaire, parce que c'est la configuration des lieux, c'est les gens. Et c'est la configuration humaine, c'est-à-dire que chaque personne, si nous, il y a ce premier village, on arrive, on nous dit, bon, bah, demain, c'est mon anniversaire, rendez-vous pour mon petit déjeuner d'anniversaire. Oui, ils ont débarqué à 9h du matin. Et au petit déjeuner, il y en a un qui dit, ah ben, cet après-midi, c'est ma fête, donc rendez-vous à la maison pour fêter ma fête. Donc, si tu veux, tu as des villages comme ça où tu as des endroits Des mariages, extraordinaires. on a été invités. Voilà. Trois mariages. Superbe. Tour d'horizon d'un buffet de mariage avec de la cuisine groenlandaise traditionnelle. Donc des côtes de rennes fumées, des œufs d'Olympe, du cabillaud bouilli, de la truite saumonée fumée, de la graisse de baleine avec de la viande séchée de baleine, du renne séché. Ça, c'est de la graisse de narwhal. Du cabillaud bouilli, ça c'est du marsouin. Ça c'est de la graisse de marsouin, ça s'appelle matak. Du cabillaud fumé, du saumon fumé, de la selle de renne, et ça c'est de la baleine bouillie. Et des œufs d'oie sauvage. Et à contrario, tu as des villages où il y a des difficultés sociales, il y a des jeunes qui sont en difficulté, etc. Donc on sent tout de suite ces tensions, positives ou négatives, ils sont exacerbées. Voilà, et tu as même des villages qui sont sans alcool, qui ont vraiment décidé de... Ok. Oui, tu as... Ça posait tellement de problèmes par oui. là, oui. Oui. Ils ont interdit Voilà. complètement. Et D'ailleurs, nous, ça nous posait un problème parce que quand on arrivait après 48 heures de navigation, on voulait se ruer sur les bières, eh bien, il n'y en a pas le dimanche et il n'y en a pas après 18 heures. Alors, effectivement, la vente d'alcool ne se fait pas le dimanche, par exemple. Donc ça, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que vis-à-vis des Occidentaux, on ait une dérogation. Quand même. Voilà, et il faut savoir mais non, que... mais non, ça va très bien. On n'en est pas mort, visiblement. Non, mais pas du tout. Et comment ça se passe, comment ils le vivent? C'est bon, le noir, ça vous n'avez pas connu, mais ces jours sans fin, comment ça se passe? Ils arrivent à maintenir des horaires Oui, ou... non. Alors là, on connaît pas ça chez nous. Voilà. En fait, Non. tu peux revoir des familles entières revenir d'une partie de pêche à 2h du matin avec les gamins. Oui, et tu vois les enfants jouer dans la rue jusqu'à 2h du matin et partir se coucher, et les parents, mais comme ils savent que pendant toute la période hivernale, il fait nuit, que dans certains endroits, tu as le danger de l'ours, donc en fait, les enfants sont quand même très confinés, entre guillemets, et alors là, c'est la liberté totale. Voilà. C'est le grand défouloir. Et toi, tu débarques dans un village, il y a toujours quelqu'un. En fait, à Même en 3h plein du milieu matin. de la nuit, voilà. 3h, 4h. Nous, on est arrivé, je me souviens, un jour un peu en catastrophe dans un village, dans une tempête. Si tu le dis. Il y a des gamins qui vont nous aider tout de suite à 3h du matin, tu vois. Tu vois, Ouais. ça vit tout le temps. D'accord. Et Ouais. ils vont à l'école un petit peu? Ou il y a des horaires non. d'école? Comment ils font? Oui, non, mais là on était On était c'est les vacances juillet, août, scolaires. juillet, août, c'est les vacances. Ouais. Et c'est les vacances chez eux aussi. Mais sinon, D'accord. oui. Ah, mais c'est Ok. la liberté totale. Mais c'est ce qui rend les villages extrêmement vivants, en fait. Hein. Ah ouais, ça va être Et alors, extraordinaire. tu vois, les vélos sont posés partout. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... alors, il n'y a pas de notion de, on va dire, de propriété. Il n'y a pas de haie. Tout est au d'accord. milieu. Les gens se partagent. Tu vois, tu te balades dans le village, t'enjambes ces grandes canalisations qui courent de Ozon vers la mer. C'est plutôt joyeux, en fait. Et puis, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de garage. Donc, en fait, dehors, tu retrouves une machine à laver. Tout est stocké dehors, si tu veux. Donc, en fait, ce que nous... Alors, ça donne une apparence un peu bordélique. Parce que tu as aussi les têtes de bœufs musqués qui sèchent, les graisses de phoque, la peau. Les embasses de Les moteur. embasses de moteur qui rouillent. Alors ça, Mais on ferait pas mieux si on n'avait pas de garage ou si on n'avait pas tu ne peux pas enfouir.
Et par exemple, dans les villages, c'est vrai qu'effectivement, tu as un sujet, c'est la gestion des déchets. Et en fait, tu as toujours t'as une décharge derrière le village. Alors certains ont décidé de faire de l'incinération et d'autres attendent le bateau qui va récupérer les déchets. C'est un peu le côté, on va dire, un peu négatif des coulisses. Ouais. Et il n'y a pas forcément du SAV, donc tu retrouves beaucoup de frigos. Ça, c'est un vrai sujet pour eux. C'est un sujet pour eux, tu vois, qui est pas résolu. Tu disais aussi qu'il n'y avait pas tellement de conscience écologique, parce que quelque part, ils vivaient avec la nature, donc c'est pas un peu... Voilà, c'est oui et non. Je veux dire, même sans conscience écologique telle quelle, quelque part, c'est mieux que nous, qui en avons une peut-être parfois, parce La jeune génération aussi, quand même. Hein. Ils sont, Oui. notamment à nous, ils sont éduqués dans cette... Enfin, c'est même eux qui éduquent les adultes. Donc, Mallory, un là, peu comme pourrait partout. être fier de Ouais, de cette jeune cette génération. énumération. Mais c'est comme partout. Tu vois de tout. Tu vois de tout. Tu as tous les comportements. Donc, voilà, c'est un mouvement d'ensemble. Et puis, chacun apporte sa pierre. Voilà, et puis alors, il faut savoir que c'est quand même sous la neige pendant une grosse partie de l'année et que dès qu'il fait beau, tu as des campagnes de ramassage de déchets dans certains villages. D'accord, Voilà, ouais. c'est vraiment, tu vois, c'est beaucoup de collectifs. Alors, ils font comme ils peuvent. Et le changement climatique, comment ils le vivent? Comment ça se traduit chez eux? Alors, chez les pêcheurs, ils voient ça comme une opportunité parce En qu'en fait, fait, tu as des espèces de poissons qui arrivent. il y en a plus qu'avant. Il y en a plus qu'avant. Ah oui. Donc, c'est plutôt une opportunité pour eux. En fait, ils ont un mode de pêche qui est plutôt artisanal le long de la côte. Donc, tu vois pas de... Tu vois, C'est il y a des pas longues de- lignes. En fait, c'est des longues lignes qui font quoi, 300 mètres à peu près. Donc, ils passent leur journée à mettre sur des centaines de petits hameçons des appâts. Et puis ensuite, ils partent mettre ces lignes, ils les laissent pendant 3-4 heures, 5 heures, et ils reviennent ensuite les chercher. Donc c'est un travail qui est éreintant, Ouais. Très physique. mais qui reste artisanal. Donc, en fait, ce procédé, finalement, il vient pas vider les fonds marins il n'y a pas de surpêche, si tu veux. Hein, voilà. Euh, En revanche, dans le très grand nord, tu vois, du côté de Tulé, Cranach, là, les pêcheurs, si tu veux, voient bien que la banquise n'est plus comme avant, elle est plus fragile. Cette chasse traditionnelle aux phoques, tu vois, tu pars avec les chiens, tu t'approches. Mais en fait, ils se rendent compte que il y a des zones qui sont moins solides. Donc, Et ça, même à Disco. Hein, ouais, leur itinéraire change. Donc, ils voient bien, hein, il y a une inquiétude quand même. Tu la sens, si tu veux. Tu vois, c'est ouais, plus c'est de pas le sable. sourds. C'est pas le- Oui, ils sont inquiets. Et dans la météo, est-ce que c'est pas... Parce que parfois, ça peut être plus de pluie ou plus de Oui, grisaille ou oui, plus de brouillard qui Plus peut de être dur pluie, pour ouais. le moral On a parce eu qu'ils ont oui. bien besoin de Oui, soleil. oui. Il y a ça? Il y a ça Oui, là-bas Il y a ça aussi? aussi, ouais. on a eu beaucoup. Donc il y a des vrais changements. Il y a Ouais. des vrais changements. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, Ok. ouais. Et dans les coutumes, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez donc, apparemment, les chants sont très présents, les fêtes, il ne manque pas de rassembler les communautés. Est-ce qu'il y a des coutumes qui vous ont marqué, que ce soit dans les costumes, dans les fêtes, dans des habitudes, de balancer l'invité à la flotte, par exemple, s'il cuisine mal, mais... Oui. C'est pas mal, c'est juste quoi, c'est une cuisine qui est pas très, elle est Savoureuse. pas très sophistiquée parce que. C'est plus simple de faire mijoter. Oui, puis voilà, Oui, c'était pas oui. forcément Lire, la culture en voilà. fait. Tu vois, les épices, tu les ramasses pas dehors. Enfin, je veux dire, Mais mis nous, à part quelques on plantes. se nourrit pour se distraire dans nos sociétés. Là-bas, on Voilà. se Alors, nourrit pour manger. Enfin, voilà, c'est Oui, aussi... oui, alors ils font des grands banquets très variés, Ouais, avec c'est riche. toute la gamme de poissons qu'on peut imaginer, mais vraiment toutes. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont dans chaque village, il y a au moins un supermarché. On trouve de tout, mais on trouve quand même pas tout ce qui fait chez nous, les petites épices, les machins, les trucs qui permettent de faire des plats un peu différents. Mais tu m'as pas Ouais. ramené le gingembre et le piment d'Espelette? Ah, mais Ouais, c'est un peu attends. ça, hein. Cela dit, ça change, tu vois, il y a de la patate. Non, en fait, c'est intéressant. Si tu veux, ils importent via le Danemark, du monde entier. Si tu veux, moi, j'ai retrouvé des produits suédois, par exemple. Mais tu as de la patate douce, tu as des avocats, tu as de la mangue. Alors, Ah, oui, d'accord. oui. Et en revanche, en fait, tu sais, ils sont ravitaillés par les grands cargos. Et ils ont des livraisons au début de l'année. Après, dès que la navigation est possible, donc tu as du stock, tu as du surgelé. Et au fur et à mesure que tu montes dans les villages de plus en plus au nord, mais en fait, les étalages se raréfient. Donc tu retrouves Ouais, ça appauvrit, ça.
En fait, on a trouvé des villages qui nous disent, bah, nous, on attend, enfin, ce rapport à la nourriture qui manque, que chez nous, on n'a pas du tout, parce que, On est je livré dirais, sans on est problème. livré, il y a pas de sujet de tout. Si on voit, un jour qu'il manque des bananes, je dirais, tout le monde trouverait ça anormal. Chez eux, si, dans un village, il y a pas de bananes pendant un mois, bah, ils savent très bien que Hanouk, le principal cargo n'a pas été n'est pas arrivé pour des raisons, X ou Y, et donc en chaîne, en cascade, tous les villages Il y a eu des ruptures, ouais. sont en rupture de stock de tel ou tel produit. Parce que Et donc ça crée un lien en fait à la nourriture qui est un peu différent d'une autre. Voilà, et peut-être probablement aussi à cette capacité à se contenter de ce qu'on a, tu vois. et ce qui était intéressant, Ce qui c'est est pas que, mal. tu vois, C'est bien aussi. l'année dernière, on est monté vraiment assez au nord. On a croisé, tu vois, des tankers qui venaient, en tout cas, apporter le carburant pour l'hiver. Mhm. Donc, tu vois, il faut anticiper pour la communauté ses besoins. Aussi, et pareil pour parce que les dernières livraisons, en tout cas on va dire de gros stocks de nourriture, c'est en octobre. Et puis après, il va falloir attendre la belle saison. Donc, c'est aussi, tu gères avec ton stock. Sur les costumes, pour revenir Ouais. à ta question de départ, il y a un costume que tu retrouves en fil rouge dans tout Groenland, c'est la tenue de mariage. La tenue de Mhm. mariage avec les bottes, là, les kamiks, qui sont faites d'ailleurs dès le plus jeune âge. Hein, on fait des bottes pour les enfants. Peau de renne. Et puis ensuite, c'est surtout pour les mariés. Mais à chaque mariage, les gens remettent leur tenue de mariage. Hein, tu vois. Ok. Ah C'est ouais. superbe. Donc les fans sont habillés, c'est très coloré. C'est des perles, vraiment du maillage de perles très 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 fin, tu vois, Ah qu'elle ouais. porte un peu Mhm. comme un Un châle? C'est un châle, fait exactement. main, Mhm. c'est Ok. fait par eux, mais on n'a pas trouvé, tu vois, par exemple, Un on poncho. discutait avec une jeune adolescente qui un jour nous a dit: «Mais moi je m'en fiche, ma tenue, je la ramènerai pas en ville, Mhm. je vais pas la garder, je m'en fiche». Alors que d'autres, Ouais. au contraire, sont extrêmement On va attachés. t'attacher. La Ouais. plupart des gens sont quand même très, très attachés à leur Et, tenue, et traditionnelle. c'est voilà, c'est de la peau de renne et ça se travaille au moins pendant 2 ans. Si tu veux, il faut la blanchir, il la laisse dehors. Et on a été accueillis par une famille. Elle nous a montré avec fierté, tu vois, les Camille ont ces petites bottes pour la naissance de ses enfants. Elle les a faites Ah ouais, au fur et pour à tous mesure les qu'ils âges grandissaient, si tu veux. de Et, la série. la tenue des femmes, en fait, ce sont des shorts en peau de phoque. Mhm. Et il faut savoir que c'est pas complètement fermé, parce qu'en fait, il faut que la chaleur circule. Donc, il faut que l'air circule. C'est pas, ils savent gérer le froid, si tu veux, là-dessus. Et alors, tu as un mouvement aussi parmi les jeunes qui revient vers, on va dire, la culture, tu vois, inuit. Donc, tu vois de plus en plus de femmes qui sont tatouées, Mmh. avec des tatouages très fins sur le menton, sur le front. Euh, Elles reviennent aussi, tu as beaucoup de jeunes qui veulent réapprendre à travailler, tu vois, le costume traditionnel. Enfin, il Voilà. y a un Par peu de contre, tout. ça s'est perdu au niveau, tu vois, par exemple, les pêcheurs, jusqu'à, on va dire, jusqu'à Upernavik, hein. Ce qu'on a testé, c'est, ils partent à la pêche ils partent pas avec une tenue traditionnelle. Ils partent pas avec leurs pantalons en peau d'ours, etc., tu vois. Non, Mhm. Mhm. Donc ils sont habillés, je dirais, de Leur manière ciré bien occidentale. orange pour Voilà. soit de vue. Voilà. Mhm. Par contre, après, là, nous, on n'est pas allés là cette fois-ci, mais quand tu vas un peu plus au nord, là, progressivement, tu vas retrouver des villages qui sont plus ancrés dans leur tradition vestimentaire. Ou D'accord. qui pratiquent encore la chasse au kayak. Alors Ok. ça Voilà. justement, Ouais. de la même manière, nous, on a vu occasionnellement, et plus tu vas vers le nord, plus tu rentres quand même dans des villages reculés et Plutôt, là, pour le coup, isolé, ouais. et isolés, et où la culture occidentale a moins pénétré, et tu retrouves une culture du kayak, une culture ne serait-ce que du... Alors là, pour le coup, on a vu par exemple des kayaks sortir, des kayaks traditionnels sortir pour de la plaisance. Ce qui est vraiment rare, hein. Franchement, ils ont fait ça entre amis parce que voilà, ils faisaient ça. Il y avait beaucoup de Chouette. vent. Les conditions étaient assez... Nous, on ne serait pas sortis C'est à ça. exceptionnel. On On les les voit partir à une vitesse. Ils Ah font oui? de l'eau. C'est totalement instable, mais en fait, enfin, quand tu les vois naviguer, ça paraît stable. Voilà. Mais ce n'est que vraiment dans l'extrême nord que tu vas retrouver des traditions persistantes de chasse au kayak. Oui, Non, c'est... ou de cuisine. Tu vois, il y a un plat, par exemple, c'est tu utilises on va dire le phoque, et dedans, tu laisses macérer les oiseaux pendant 6 mois, en fait. C'est pas de la mergule, mais... et voilà, et ça, ils recousent, et ça, ils enfouissent. Voilà, ça, c'est... Ah, ça se fait aussi en Russie, là. Tu vois, et en fait, Ouais. tu as... moi, je l'ai vu, hein, un jour, enfin un matin, tout le monde part.
le village part et ils vont aller chasser ces oiseaux avec des grands filets. Mhm. Et là, jeunes comme vieux, hein, Ah il n'y a oui. pas, sauf si vraiment t'es enfin, tout le monde participe. Enfin, D'accord. parce qu'on considère que dans les villages, chacun a sa contribution à apporter. Tu vois, on ne doit pas être une charge pour les autres. Ça, c'est quelque chose D'accord. aussi de. Et il n'y a pas d'âge. Ok. Oui, oui, j'avais interviewé un grand reporter qui parlait de ça. Il avait été aux confins de la Sibérie voir les morses, hein, la migration des morses. Hein. C'est assez difficile d'avoir les autorisations pour aller là-bas, mais donc on voyait qu'ils cousaient les peaux de phoque pour mettre des choses et c'était le Ouais, garde-manger. exactement. Et là, Ouais. ils les font mariner. C'est une délicatesse. Ouais. Vous avez goûté? Ça suit, non. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas si j'aurais osé. Alors, il y a un Oh. explorateur connu, tout d'un coup, son nom m'échappe, lequel, mais qui est mort de ça. Qui est mort de ça, d'avoir Euh, goûté ça? oui, Non, d'abord. oui, Ah c'était la ouais. viande avariée, en fait. Ah ouais. Nos estomacs d'occidentaux n'ont pas l'habitude Oui, j'allais de. dire, moi, j'oserais pas. Hein. Ouais. Oui, non, mais là, bon, après Il faut c'est peut-être c'est mieux pas, cuit. Non, mais là, effectivement. c'était. Par exemple, il y a un mec qui est très bon, c'est en fait la graisse de narval ou c'est blanc, ça a un peu une goût de noisette, c'est ultra chargé en vitamines. C'est Oui. craquant, en fait. Ça, c'est c'est une délicatesse. Mhm. Enfin, c'est servi pour les grandes occasions, si tu veux. D'accord, ouais, ouais. Non, non, je crois qu'effectivement, il y a des choses sous l'estomac. Et, Laissez-le tranquille, votre mais pauvre voilà, estomac. Ne tentez pas tout. tu accueilles. Nous, on a été accueillis. Enfin, nous servir ça, pour nous, c'était. Voilà, c'était Putain, oui, sorti. ça a été Voilà. honorer les invités. Exactement, vraiment. Voilà. Et que tu en demandes, ça fait plaisir. Alors, Ah sans, oui. sans compter les poissons qu'on a pêchés nous, hein, parce qu'on en a pêché un peu quand même de temps en Ah bah temps. Les oui, morues. Et le là, poisson c'est. bien Waouh. frais, Ah oui, madame, oui. grillé. Voilà, oui. Waouh, ça doit être pas mal. Même du catamaran, tu vois. Et Oui, alors, bah attends, oui. il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que on a ramassé des oursins. Et ça, ils n'ont pas forcément la culture de l'oursin. On s'est fait Mhm, une oursinade totalement imprévue. mhm, Comme aller ramasser des champignons. Il y a mhm. plein de champignons très comestibles, c'est pas forcément Et dans la culture. ah oui, ok, Et donc, on s'est fait des omelettes de champignons. ok. Et Voilà. eux non. Ah ouais, d'accord. Non, voilà, Les baies, oui, c'est. je suppose qu'ils vont ramasser les baies une fois qu'elles sont mûres, non? Pas non Oui, plus? oui, oui. Mais voilà, Oui, et les herbes aussi, ils ont une grande culture le Krayasat, qui est le thé du Labrador, thé, voilà. voilà, qui est aussi plein de vertus médicinales. Extra. Et les coutumes, vous remarquez une grande homogénéité ou vraiment chaque village, enfin, c'est des peuples un peu différents quand même Non. ou... Non. Alors, il y a une certaine homogénéité, mais il y a quand même une certaine progressivité. Plus tu t'éloignes de Nook, et plus tu es dans la tradition quand même, hein, Oui. globalement. Mais c'est C'est-à-dire un que même moi. peuple ou vraiment il y a des traditions très différentes? Parce que Ah non, effectivement, c'est un plus même tu es en peuple. contact Alors, avec c'est un la même peuple, civilisation, mais alors il y a quand moins même elles des sont présentes. langues Oui. différentes, c'est-à-dire tu as l'Est, l'Ouest, et ils ne se comprennent pas, D'accord. et tu as le Nord. Tu vois, c'est Ouais. à trois grandes régions linguistiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très disséminés sur les côtes, c'est-à-dire que dans tous les villages, on te dit ah bah j'ai ma cousine du village d'à côté, ou quand tu veux te former un couple, ben tu prends ton kayak et tu vas draguer. Ça nous a raconté cette histoire, ça nous a fait beaucoup rire. Mais Ah, raconte. tu vas, ben en fait, on nous a dit moi mon prétendant, il venait me laisser des petits mots en kayak. Il y avait 3 heures de kayak pour venir à mon village et il repartait. Puis progressivement, il venait de plus en plus souvent. Et puis tu vois, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc encore aujourd'hui, Ah, ça c'est du les SMS familles. méritoire quand même. Hein. Voilà. Et alors, exactement. Et alors, les familles sont disséminées sur la côte. Tu as toujours le cousin. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que nous, quand on arrivait dans un village, en fait, tout le monde savait qu'on allait arriver parce que la tante, machin, le frère, le père avaient dit ah bah tu verras là, les deux Français là sur leur engin volant. Comment ils ont appelé ça un jour? À Oumanak, ils nous ont fait référence à il y a eu un film d'animation où il y a je sais plus comment elle s'appelle, enfin je vais pas regarder, mais c'est des enfants qui sont sur une espèce de catamaran volant là, ou je sais pas quoi. Ah, d'accord, ça Et la va. petite fille a dit tiens, on dirait le dessin animé là. Ouais, mais c'est vrai que pour décrire le hobby, parce que le hobby cat, c'est vraiment tu vois, en tout cas, c'est un, un voilier, enfin, qui n'ont pas du tout l'habitude tu vois, de voir. Et pour décrire, on Oh, disait ils ont c'était vu deux kayaks. Vaiana et puis ils ont vu Ouais, Dominique ouais. arriver, ils ont eu un gros doute. C'est ça. Ah non, mais c'était, tu vois, c'est 2 kayaks avec un trampoline, en fait. En plus, il faut savoir que dans le grand plaisir des enfants, c'est des trampolines. L'été, ils sautent Ah, tous, ouais. donc en fait, c'était facile Bon, ici de. aussi. Hein. Ouais, donc voilà, t'as 2 coques qui ressemblent à Les 2 miennes, ça kayaks, n'arrête et pas. voilà. Avec ça. Moi, j'ai eu la chance avec les Curbiels d'aller vraiment dans le très très grand nord. Et là, pour le coup, c'est là où t'es vraiment dans une tradition voilà, de chasse, de pêche, beaucoup plus forte parce que ils sont plus isolés en fait.
Et c'est resté aussi très ancré chez eux. Et partout accueillant ou les étrangers pas trop? Ah mais exceptionnel. 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 Ah non, mais ça fait partie en fait, moi de voyageant, sous des formats, un peu particuliers depuis maintenant une vingtaine d'années, mais ou plus, j'observe un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que quand tu es dans des villages à peu près de moins de 200-300 habitants, tu es, dans un schéma où tu peux frapper à la porte de quelqu'un, même entrer sans frapper parfois et tu seras accueilli pour le dîner, pour dormir et cetera. Quand tu arrives dans une grande ville, dès lors qu'il y a un hôtel, dès lors que les services commencent à être tarifés, et cetera, plus personne te regarde, voilà. Donc il faut en fait moi j'éprouve pas de plaisir, hein, je suis comme ça, j'éprouve pas de plaisir à être dans ces grandes villes parce que je me sens pas à ma place. On rentre systématiquement dans une relation, où tout est tarifé, donc tout est biaisé, c'est pénible. Je trouve ça pénible, sincèrement, ça m'intéresse pas. Et en fait, oui, puis c'était pas ce qu'on cherchait. Et là, on a vraiment, tu vois, touché du doigt la différence entre la grande ville et l'esprit du village. En fait, ça a été fort. Et tu vois, au-delà de 300 habitants, on trouvait ça grand. En fait, ce qui nous intéresse, oui. si tu veux, c'est quand tu arrives à un ponton et que le mec, avant que tu sois arrivé au ponton, tu as un gars qui te dit: Et vous venez dormir ce soir chez moi? Et tu te dis: Mais Et- on est sur quelle planète? Mais c'est un rêve, tu vois? Tu vois, c'est ça qui était génial, c'est que quand on arrivait à débarquer à n'importe quelle heure, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans le sens de l'accueil, De la rencontre. On a eu. quand tu sors la guitare et que tout d'un coup, même à Pilatoc, un mec, on avait planté notre tente loin de tout, à des kilomètres du village, et un gars, il vient nous chercher. Ils étaient pêcheurs, on avait discuté Il avec savait lui, pas ouais. parler anglais. Ouais. Il savait pas parler anglais. Il vient nous chercher, il nous prend, il dit: ici, venez. Il nous emmène chez lui juste pour qu'on joue ensemble, qu'on fasse de la musique ensemble. Enfin, On partage un café. complètement exceptionnel. Ah ouais. Non, c'est vraiment des gens extrêmement accueillants, adorables. Et enfin, quand je suis pour le tourisme, etc., il faut que ce pays se développe, mais faut pas briser ça. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est de garder cette spontanéité, cet esprit familial, cet esprit amical, cet esprit naturel. Les choses se font naturellement. Voilà, on apporte ce qu'on peut chacun, mais ça se fait voilà, avec de la joie. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que tu peux pas avoir avec les grands bateaux de croisière, en fait. Parce que tu vois, ce qu'on a fait, nous, en itinérance, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Parce qu'en fait, on est vraiment allé de village en village. Et effectivement, comme ce que je te disais, les groupes Facebook, en fait, les gens te disent: ah, mais je vais prévenir ma cousine, je vais prévenir un tel. Donc, c'est comme ça que on a été accueillis, on était attendus. Ils le C'est savaient, trop en génial. fait. Ouais. Ça a été extraordinaire. Il y a on a notre poulie en tête de mât qui s'est bloquée, évidemment, à un moment où on aurait dû prendre un riz. Donc, c'est le pire moment. Donc, tout est bloqué. Et le seul moyen, ça a été de démater quand on est arrivé au village suivant. Et ils n'avaient jamais vu ce genre de choses. Mais tous les gars, tous les pêcheurs s'y sont mis. Et qui va donner un petit coup de main? Enfin, tu vois, c'est... Il y a une entraide immédiate sur tous les sujets sur le- de la vie, tu vois. Et ils nous ont dit on était les 4e touristes de toute l'année. Et les enfants sont venus me voir en me disant: est-ce que ça te dirait de venir faire une partie de cache-cache avec nous? Mais on est resté 3 jours. J'ai fait une partie de cache-cache pendant 3 jours. J'adore ça, j'adore ça. Et tu vois, ça a été Excellent. avec des échanges. Écoute, faut que je t'amène mes filles, vous allez être copines. Hein. Mais oui, non, mais tu vois, c'était. Et les enfants, les enfants sont contents, en fait. Ils voient tellement peu d'étrangers. Tu as des enfants qui parlent de mieux en mieux l'anglais. Donc, c'était nos sésames. On a une petite fille qui était d'une vivacité extraordinaire. Elle m'a appris plein de mots. En fait, tu vois, ils sont heureux. Ils te prennent par la main, très naturellement, et ils viennent te faire visiter leur village. Tu sais, il y a une espèce de... Tu vois, En fait, tu peux presque gaieté. faire tout le village de maison en maison, Ouais. aller prendre le café, le thé, le dîner, le machin, le truc, sans arrêt, tu vois, en boucle, comme ça, tout le temps, tu vois, c'est Ouais. un autre monde. C'est un autre monde. Vous avez pris Et combien ça, de tu vois, kilos, là, sur votre Rien. périple? Non, Rien, tu non, sais, non, c'est Oui, physique, hein. Oui, mais oui, c'est- c'est ça, non, ceci je dit, rigole. c'était pas une expédition qui était engagée sur le plan alimentaire. Pourquoi? Parce que d'abord, on Non, avait je veux dire, un à petit force peu... d'être invité comme ça, et pas faire C'est des ça, crêpes non, mais chez bien les sûr. gens. Oui, t'as raison.
Mais pour le reste, si tu veux, même sur le bateau, on avait de quoi emmener ce qu'on voulait. Donc, si tu veux, on n'a Euh, pas été en carence. Tu vois. Non, Si non, non. si de bière le dimanche soir quand c'était Mais oui, fermé. c'est ça, j'ai quand même Mais vu le ouais, qu'il y halbard a avait. été plus engageant, si tu veux. 3 semaines par moins 35 à tirer une poulka de 60 kilos. Je crois que j'avais dû perdre 5-6 kilos. D'accord. Au moins là, t'as rien perdu, c'est bon signe. Non, non, mais ça, c'est pas grave. Hein, tu sais, il y a une spontanéité qui est extraordinaire. Tu vois, Mhm. c'est ce qu'on cherche, en fait. Et ça, tu ne l'as parce que, en plus, on arrive par la mer. Oui. On vous Donc, voit venir, comme on dit. ouais. On vous a vu Et puis, ils venir. sont curieux. Ils sont curieux. Ils vont Mhm. pas oser te poser les questions au départ parce que Mhm. ils veulent pas montrer qu'ils savent pas. Il y a une forme de respect et Beaucoup de pudeur. de pudeur. Ouais. Voilà. Mais Ils sont très taquins. ils sont très taquins, très joueurs, très rigoleurs. Ah, C'est très, très agréable. Ouais. Franchement, c'est des gens super mentalité agréables. très abordable Ouais, ouais, encore. Ouais, super. parce que parfois, Ah ouais, c'est ah ouais, tellement différent ouais. qu'on a du mal, mais Puis donc puis là, il y a de la timidité aussi, tu vois. Mhm. Parfois, il leur faut 3-4 jours avant de oser venir te parler. Parce qu'en plus, certains sont pas forcément bons en anglais. Donc ça, ils sont gênés. Ça, c'est un frein, oui. Alors moi, le fait de parler suédois couramment me permettait de communiquer avec, en danois, si tu veux, les langues Oui, se c'est très, rapprochent. très Donc moi, je parlais proche. en suédois. Ouais. Les rares fois où voilà, il fallait qu'on se fasse comprendre, mais ça n'a jamais été un sujet, en fait. Ah, c'est chouette. Puis tu vois, on les a aidés aussi, tu vois, dans certains villages, on a contribué à faire des réparations. On a fait un peu de woofing quand même. Ouais, Ouais, un peu de t'as changé woofing, les ouais. châssis, je pense. Hein, c'est ça que tu disais, non? C'était de Ouais. fenêtre, oui, ça a été assez. Vous avez participé dans les écoles aussi. Vous avez fait des petits échanges, je pense. Ouais. Oui, 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 bien oui. sûr, bien sûr. Avec Ah des oui. questions On peut- amusantes. Hein. Tu m'avais raconté une question assez inattendue sur oui, la alors France. attends. Quand tu les Mais embêtais oui. avec Napoléon, Louis XIV. Oui, Napoléon. On avait choisi 3 figures emblématiques de la Il y avait qui? Il y avait Napoléon, Charles de Gaulle Et et Louis XIV. Et Louis XIV. Louis XIV, Que un des truc comme femmes, ça. ouais. Oui, que des femmes. Bah, excuse-nous, mais bon, c'est que c'est. Oui, bon, voilà. Et donc, là, tu as une élève qui lève la main. La petite qui était la très petite, vive d'ailleurs. Et qui nous dit, mais attendez, je comprends pas. Combien vous avez de DJ en France? C'est ce qui l'intéressait, tu vois. C'était très très drôle. Ouais, c'est Et alors, génial. tu vois l'anecdote, on débarque en pleine nuit, donc le dernier village, et on s'est dit planter une tente dans un village, tu vois, c'est comme si tu plantais la tente dans le jardin de quelqu'un. On Ouais, n'osait pas faire ça. non, c'est un peu gênant. Et là, on avise le préau de l'école, on se dit, bon, il est samedi soir, ça va être tranquille, lendemain matin à 8h, tu as tous les enfants qui venaient jouer à la balle. Et alors, il faut savoir que l'été, tu as pas mal de professionnels de santé qui font le tour des villages. Et là, la dentiste avait élu domicile, enfin, son cabinet mobile, elle l'avait mis dans l'école. Ah oui, En d'accord. fait, donc, tu as eu tout le village qui a défilé le long de la tente. Ça a été très, très drôle. Et la directrice s'est dit, mais, non, mais demain, vous venez dormir dans l'école. La tente, vous l'enlevez. Mhm. Et elle a insisté. Tu vois, les gens sont comme ça, en fait. Très accueillant. Très accueillants. Ah, c'est vraiment chouette. Je vais continuer avec la question d'Amandine. Bonjour Dominique, bonjour Paola. Est-ce que ce voyage vous a rapproché de la nature? Mais je réponds à Amandine, un grand oui, évidemment. Le choix de départ d'être sur un bateau ras de l'eau, sans habitacle, donc ouvert aux 4 vents, avec cet émerveillement sous les yeux en permanence et cette nécessité d'être aux aguets en permanence pour suivre voilà, l'évolution de la nature. Les baleines, les baleines, les baleines, les baleines. Alors, c'est un émerveillement, mais on est des gamins, si tu veux. Donc oui, ça nous a rapprochés de la nature, c'est évident. Et surtout, ça nous a donné envie de continuer, d'aller plus loin, de faire dans ce mode-là. C'est-à-dire que tu vois, tu survolerais le Groenland en avion, ben, tu vois, évidemment, tu n'aurais pas un millionième de ce qu'on a, senti, mais tu vois, si je reprends l'exemple des baleines, le On n'avait pas de moteur, en fait, premier en jour, plus. bah, tu t'entends ce bruit bizarre qui vient des profondeurs, ça t'étonne, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là, tu réalises, puis après tu entends le jet, la respiration, loin, sans localiser, puis progressivement, tu l'entends à plusieurs centaines de mètres, tu le vois, alors tu te dis, bon, bah, je me détourne un petit peu, je vais essayer de me rapprocher, et puis de jour en jour, tu te rapproches, et puis parfois tu vois des bancs entiers, tu vois des familles entières. Et puis un jour, c'est à 50 mètres, et puis un jour, c'est à 20 mètres, puis un jour, c'est à 5 mètres. Et là, tu te dis, merde, on est en train de faire vraiment une connerie, parce que la baleine passe sous ton bateau, et d'un coup d'aile, elle pourrait de nageoire, elle pourrait exploser ton bateau. Donc, mais c'est cette excitation d'enfant, tu vois, tu veux rajouter quelque chose? Mais oui, le jour où on faisait cette oursinade, on voit 3 petites têtes qui dépassent d'un rocher.
C'était des renards arctiques. Et ils sont arrivés, mais comme des voyous, ils ont commencé à attraper nos combinaisons de survie, ils ont attrapé une paire de lunettes, mais des chapardeurs, ça a été très très drôle. Ah, Et ils sont venus, mais très proches, si tu veux, ça, c'est rare d'avoir ce genre de contact, si tu veux. Et on les a laissés, tu vois, au début faire, voir ce qui se passait. ouais. Après, il a fallu courir parce qu'en fait, la paire de lunettes, elle était partie dans le terrier. Donc ça a été... mais ça a été très, très drôle. Voilà, Ah ouais, ah, extra. Ah, espèce de proximité. Puis la fascination avec les baleines, si tu veux. T'as ah, beau c'est formidable. avoir Et qu'est-ce que ça m'a intrigué quand il m'a dit d'abord on entend un drôle de bruit et quelque chose puis de c'est quoi? De sourd, en fait. profond, tu vois, quelque chose de... Elle émet des sons, si tu veux, Ah, elle c'est les sons que communique. tu entends, Oui, mais oui. C'était sans avoir la bizarre, tête tu dans vois, l'eau, Qui quelque chose c'est viennent vrai. de très basse. On s'est dit, mais Ah, comme si c'était le ventre de la, tu vois, le ventre de la mer. Il y a quelque chose de ah, presque un peu inquiétant. mm, On a scruté l'horizon, on ne l'a pas vu. Et finalement, mm. la première qu'on ait vue, ça c'est toujours, tu vois, tu C'est piaffes magique. comme une enfant. Ouais, Et ouais. puis, effectivement, on était dans un endroit, même, on en a même vu à Oumanak, qui est vraiment enfin, Des spots. des spots de pêche, à l'entrée même du port. Tu t'es dit, mais Ah oui. les baleines, elles viennent les narguer, elles étaient là à vivre leur vie. Enfin, t'en vois partout, partout, partout. Extraordinaire. Alors, Extraordinaire. ils vont les chasser, mais tu vois, Ouais, il faut autre savoir chose. qu'une baleine, enfin, Mm, ça nourrit un village pour des mois, si tu veux. ouais. Et on y va encore. Oui, mais ça, c'est de la chasse artisanale. Enfin, Mhm. c'est Oui, pas de la c'est pas, chasse ça n'a rien à de comparer revente ou quoi. avec les Alors, donc, baleiniers faut pas les mettre japonais Non, dans bah, ou rien à autres. voir. Pas du tout, Oui, du oui. tout. Ouais, pas du tout. Oui, les Ouais. chasses de subsistance ou les chasses, Exactement. voilà, l'animal Exactement. est encore Oui. séchant, Puis, c'est très, très puis vraiment, ça fait partie des ça n'a rien à légendes. voir. Tu Oui. vois, il y a un grand respect de l'animal. Mm. Vous avez entendu des belles histoires de là-bas, des belles légendes animales de là-bas? Pas, non, on les a plutôt lus, mais tu sens qu'il y a vraiment un respect tu vois, de l'animal, parce que je pense que dans les générations précédentes, c'était de la subsistance. Tu vois, donc il y a quelque chose de... ce que tu disais, c'est toujours festif. Hein. C'est Mm. pas Tu vois, par exemple, les deux frères avec qui on est parti à la chasse et à la pêche, ils attendaient l'arrivée des narvals. Ils nous ont montré, ils avaient une application, ils ont, ça y est, ils ont été vus beaucoup plus au nord. Tu vois, il y a quelque chose de joyeux aussi. Voilà, c'est ce rapport aussi à la nature, encore. Merveilleux. Et donc, Dominique, tu m'avais dit, tu m'avais contacté, que l'important pour toi, c'était de partager notre aventure. C'est important pour nous, tu m'avais dit. Pourquoi est-ce qu'on part en aventure et pourquoi est-ce qu'on veut la partager, dis-moi? J'en reviens un peu toujours à cette idée-là que, en fait, tout est possible. Je dirais, bon, il y a une question de préparation qui est très forte, mais on n'a rien de surhumain, hein, surtout dans ce qu'on fait. Et en fait, la vraie vie, c'est ça pour moi. C'est d'abord de voir la beauté du monde, la beauté des paysages, dans leur force brute. Mais je vais prendre un exemple qui est l'exemple final, si tu veux, l'exemple final. Quand on est arrivé vers le nord, Ah, mais puis la coque. il y a des paysages, si tu veux, des couchers de soleil qui sont beaux. Il y en a des magnifiques. Mais celui-là, il était au-dessus de tout. Mais au-dessus de tout, un point qu'on s'est arrêté, ça a duré 2 heures, et pendant 2 heures, on a pleuré. Parce qu'en fait, Et j'en ai la chair de poule rien que de t'en parler. C'était Ah ouais? mais le plus beau spectacle que je n'ai jamais vu. Le plus beau spectacle. C'est c'est un environnement de glace total, donc un on bleu a fait une vidéo profond d'ailleurs. et de rouge, de rose, de Et dans le magma, flamboyance tout s'embrase, magmatique. tout s'embrase. La mer était calme. Mais tu vois, c'est des moments de cette intensité-là qui arrivent peut-être 3 fois dans ta vie. Et là, tu as tout le sens de ce que tu fais. Tu te dis, OK, ce moment-là, il justifie tout le reste. Il justifie Mm. ton année de préparation. Et en fait, j'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire de partager ces moments-là, me dire, allez, allez découvrir le monde parce qu'il y a vraiment, le monde est beau. Allez découvrir les autres aussi. C'est une dimension forte. C'est que Oser. ces gens sont tous accueillants et parfois ils nous renvoient l'image qu'on a nous et qui n'est pas aussi accueillante. Donc ça fait un peu mal. Mais c'est de se dire, essayons de prendre exemple sur ces peuples qui sont si accueillants. Et le rapport à la mer, moi j'ai un rapport à la mer qui est très spécial parce que j'ai eu l'occasion de faire de la course au large à un moment donné
Et j'ai failli perdre quelqu'un, mon coéquipier, parce que nous étions 2, est tombé à l'eau et il est tombé pendant, voilà, il a disparu de la circulation en pleine tempête, en pleine mer pendant plus d'1 heure. Oh waouh, ouais, ouais. Donc si tu veux, tous ces aspects de sécurité, je les ai, assimilés. Je considère que, on peut aller absolument partout et faire, à peu près tout, à condition d'être bien préparé et d'avoir bien travaillé son truc. Après, tout peut arriver. Après, tout peut Mmh. arriver, mais il faut être prêt. Voilà. Ouais. Donc il y a cette double dimension de, voilà, d'ouverture sur le monde, la beauté de la nature, la beauté des hommes et la préparation, la capacité à aller faire à peu près tout. Voilà ce que j'ai envie de partager. Et pour Mmh. moi, l'aventure, en fait, c'est aussi tu vois, le hasard des rencontres. Quand je suis partie avec mon sac à dos en Amérique du Sud, bah, j'ai embarqué sur un bateau italien qui faisait le tour du monde sur la route de Darwin. Mmh. J'ai sympathisé. Je suis repartie avec eux sur leur dernière partie du passage du Nord-Ouest en mer de Bering. C'est là où j'ai rencontré les Curbielles. Donc, si tu veux, moi, ce que j'aime dans l'aventure, c'est oser, laisser part aussi à une part d'improvisation et des rencontres qui font qu'elles vont t'amener à un endroit qui t'ouvre autre chose. Ça a été de C'est Eric rebondissements. Orsena qui disait les rêves font la courte échelle aux rêves, donc c'est un petit peu comme ça. Exactement. Et surtout, enfin, moi, ce que j'aimais beaucoup, surtout au Groenland, c'était ce moment un peu magique de le premier échange, le regard, le contact avec l'autre, en fait. Et puis après, on est quand même dans des paysages qui sont curioses, une nature qui est peu fréquentée. Donc, ça t'oblige aussi à être très à l'écoute en observation. Tu vois, c'est ce que Mmh. je disais, aiguiser ses sens, être à l'affût de tout. Tu te reconnectes avec toi et avec cet esprit d'exploration. C'est magnifique, en fait. Oui, extraordinaire. Quel est l'objet qui vous a été le plus indispensable? L'objet que vous dites, tiens, c'est les petites questions de la Ah fin. bah c'est le ukulélé. Ukulélé. Le Ça c'est ukulélé. évident. Parce Ouais. qu'en fait, moi ce que j'adore, si tu veux, c'est de voir ces gars là en expédition, en portaledge, le long d'une paroi et finalement le moindre gramme compte dans ce qu'ils emmènent, mais ils trouvent la place d'emmener un instrument de musique ou un bouquin. Et en Mmh. fait, c'est ça la saveur de la vie, c'est de se dire que ce petit instrument de rien du tout, ben, il rapproche des gens, il met une Mmh. ambiance qui est sympathique, il repose pas du numérique et il est convivial. Voilà, donc Mmh. ça Ouais. symbolise. Et un autre objet indispensable, ça a été la pagaie aussi. Est-ce que je peux te Mmh. dire que Oui. quand il n'y avait pas de vent, on a Ouais. ramé des heures et des heures et des heures. Voilà, ça c'était le côté un peu humoristique de... Oui, oui. On est parti à la voile et l'un des objets indispensables, c'était la pagaie. Voilà. Est-ce qu'il y a une erreur qui a été vraiment un bon professeur pour vous, ou qui a permis autre chose, voilà, un autre genre de courte échelle? Alors il y en a eu plein, il y en a eu plein, mais moi je pense à une notamment, c'est, à un moment donné, une arrivée. Alors là, en l'occurrence, c'était pendant quelques jours où j'étais avec, une autre personne, un ami qui m'a rejoint et que j'ai emmené à ce moment-là et en fait, on est rentré dans une petite crique qui était absolument magnifique. Une crique en forme de conque. Donc vraiment le truc, la petite anse de pirate, vraiment magique. Faut imaginer que la plupart des mouillages sont, vraiment mais d'une beauté, exceptionnelle. On les repère des mois avant sur, Google Earth, on les répertorie. On a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D pour passer la nuit si on a besoin, en fonction du vent et cetera. Donc tout ça est vraiment, fait sérieusement. On laisse une part à l'aventure et à un moment donné, donc on rentre dans cette conque. Il était 1 heure du matin. On arrive, il est 1 heure du matin. Il y a un coucher de soleil rouge, magnifique, etc. On pose le bateau, on monte la tente, on s'endort et on se dit: «OK, bon, bah, prochaine marée, midi, donc demain matin à midi, on bouge». Et en fait, à midi, donc on était prêt. Alors, se préparer sur un bateau comme ça, c'est 3 heures, hein. Quand on arrive, c'est 3 heures et pour se préparer, c'est 3 heures. C'est-à-dire que vraiment, le temps d'enlever tous les sacs qui sont tous ficelés, machin, par un, c'est très, très long. Encore plus long, évidemment, que lorsqu'on est en expédition ski Pulka au Svalbard, par exemple. Là, c'est vraiment très long. Bon, et le lendemain midi, alors là, le bateau ne passe pas.
C'est-à-dire qu'on était dans cette petite anse, mais il fallait passer par-dessus un énorme caillou, mais qui gênait. Et le bateau est vraiment trop lourd on peut le déplacer, le soulever peut-être de 10 centimètres, 20 centimètres, mais pas d'un mètre. Et en fait, le marnage, c'est-à-dire la hauteur de l'eau en fait, des marées, varie dans la journée, c'est à peu près de 4 mètres. Mais la différence de marnage entre le jour et la nuit est d'1 mètre. C'est-à-dire que si, Ah par exemple, d'accord. et il faut le savoir, et moi je Ah bah l'avais oui. occulté ce point-là, c'est-à-dire Hein, que tu peux savoir que tu as à marée haute, tu vas voir telle hauteur, qui est très bien. Donc tu te dis, demain soir, demain à midi, je vais passer à midi. Mais en fait, non, parce que tu as 1 mètre de moins. Et voilà. Et donc, on s'est regardé, on a éclaté de rire, on s'est dit, bah, ça va pas le faire. Et donc, on a attendu 12 heures de plus, le temps qu'on puisse passer. Voilà. Donc, une extra. erreur, hein, comme une autre. Il y en a eu plein d'autres, mais c'est pas très grave. On apprend, en fait. C'est toujours de ces erreurs qu'on apprend. Donc, il faut en vivre. Ah, c'est une belle anecdote, celle-là, quand même, ouais. Ouais, ouais. Je vous imagine juste avoir passé 3 heures à repréparer, puis dire, ah, bah voilà, on doit Bah repasser non. 3 heures à tout redéficeler parce qu'on va quand même avoir Non, besoin on n'a d'une pas chose ou tout l'autre. redéficelé. On est Pas parti se tout. balader. On a fait une sieste à D'accord. même le sable, comme ça, en attendant. Voilà. Ah, voilà. Non, 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 on laisse tout emballer. Mais c'est drôle, ouais. C'est drôle. Bah là, je sais pas si t'en avais une, ou si tu as une erreur intéressante Mmh, ou amusante à nous raconter. c'est sous-estimer, voilà, la force du vent qui peut se lever d'un seul coup et penser que sur ton frêle esquif, tu vas pouvoir avancer, dans les vagues et qu'il aurait fallu prendre un riz. Donc en fait, là, quand on est reparti l'année dernière, on a vraiment travaillé notre système pour pouvoir très, très vite, réduire la voile. Donc ça a été un D'accord. apprentissage parce qu'en fait, moi, je me retrouvais à aller, faire de l'équilibre, hein, au-dessus de l'eau pour aller récupérer le bout de la voile, la descendre et en général, quand c'est ça, c'est jamais calme, si tu veux. Donc là, tu as de la mer, donc tu peux aussi te mettre en danger. Mais oui. Et il faut savoir que, on avait fait le choix, nous, de ne pas se clipser, tu vois, avec une ligne de survie. En fait, on préférait être mobile, parce qu'on avait pris aussi l'habitude. Donc ça, Mhm. tu vois, ça a été un apprentissage, celui-là. Et Ok, intéressant à on a vraiment partager. amélioré notre système parce qu'on a eu beaucoup de coups de vent cette année aussi. Il fallait aller vite, tu vois. D'accord, vélocité. Et le succès, quel succès dont vous êtes vraiment fiers? Bah, moi, je dirais que le succès, c'est l'euphorie du premier jour. Parce qu'en fait, quand tu arrives au point de départ de ton expédition et que ça fait 1 an que tu bosses sur le sujet et que ton bateau est là, entier, sans accroc, tout se passe bien, il ne te manque pas une pièce, tu as tout ce qu'il te faut pour partir, bah là, c'est l'euphorie parce que l'aventure commence et là, c'est le premier grand succès. Après, c'est autre chose, il va se passer plein de choses tous les jours. Mais le premier grand succès, c'est celui-là. Moi, je le trouve vraiment génial. Et le deuxième, bah, c'est d'être arrivé au bout, sans casse, Oui. avec tout ce qu'on a vécu, parce que c'est comme un petit bateau qui est en plastique, qui est exposé au choc, des intempéries, et tu peux vraiment abîmer et casser enfin, je veux dire, ta structure de mât, en fait. Ouais, Donc, ouais. on a eu à bricoler des choses. C'est d'avoir su gérer tous les moments Ouais, difficiles sans encombre. ouais, et les moments, tu vois, D'exposition, en fait, d'exposition, tout ça. ouais, exactement. Ça a été aussi des rencontres. Il faut savoir que quand tu navigues, tu peux écouter un peu l'équivalent de Météo France à la radio. C'est Radio Asiat. Et moi, je les Mhm. avais contactés en me disant bah, peut-être que je pourrais être hébergée par l'un d'entre eux. Et j'ai eu la chance, ils m'ont fait envoyer le ballon météo qui est utilisé pour ramener les données qui vont alimenter tous les modèles de météo locaux. Donc Ok. voilà, pour moi, ça a été, tu vois, à l'époque, moi j'étais à terre quand Dominique est parti naviguer avec cet ami. Donc moi, j'ai continué mon itinérance sur la terre. Mais je peux te dire, tu redeviens terrienne. Le contact est plus du tout le même. Parce que tu arrives pas par la mer, tu arrives en avion ou par un Tu autre. deviens plus banal, là, tout à coup. Mmh. Voilà. Mmh. Et d'avoir pu pousser cette petite porte-là, ça a été un moment extraordinaire d'échange. Ah oui, c'est Ouais. chouette. Et tu n'as pas cité les fois où t'as gagné à cache-cache. T'as toujours perdu ou quoi? Non, 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 mais Jeanne, c'était toujours entendu. Ça, c'était super drôle. Ouais, ça, c'était vraiment très drôle. Oui. Alors, c'est quoi les ingrédients pour réussir un grand projet d'aventure comme le vôtre? Alors moi je dirais que c'est la préparation quand même parce que tu peux pas être dans l'improvisation. Enfin de mon point de vue, tu peux pas être dans l'improvisation. Il va nécessairement te manquer un truc Je et crois que là c'est Nicolas Marciot serait d'accord avec vous. ouais, c'est pas On en avait bon, beaucoup parlé. c'est pas sain et moi j'aime pas du tout cette idée-là. Je reviens à mon expérience de ce coéquipier que j'ai failli perdre. Vraiment ça s'est joué vraiment au plus grand des hasards en réalité, alors que ça aurait pu être évité.
Donc voilà, donc c'est la préparation. Moi, je suis fan on a des outils maintenant, et je pense notamment à Google Earth, qui nous permettent d'avoir des situations satellites des côtes avec une grande précision. Donc, tu sais, alors tu n'as pas forcément toujours, bien qu'il y ait une vision 3D, mais elle n'est pas toujours très très fine. Mais en tout cas, vu du dessus, tu vois à peu près tout à 3 mètres près, tu vois exactement ce qui t'attend. Donc, faire ça, moi, ça me paraît voilà, être nécessaire. Après, il va t'arriver d'autres choses, mais cette Mhm. préparation, elle est importante. Ça, pour moi, c'est Et la clé. d'autant plus que tu t'exposes, en fait. Tu vois, on est quand même dans des environnements engagés. Enfin, il n'y a pas forcément de secours en mer, tu vois. Donc, il faut parer à toutes les éventualités. Et puis, l'ingrédient aussi, c'est cette part d'agilité, d'adaptation aussi, tu vois, Mhm. de pas se laisser déstabiliser par un événement qui survient, en fait. Un revers ou l'autre, Voilà, ouais. voilà, Ou un et puis se imprévu. garder toujours tu vois, Cette fraîcheur, cette cette candeur, fraîcheur, cet enthousiasme, cette curiosité. Moi, j'aime bien le mot, tu vois, agile, hein. Ouais. C'est Ouais, aussi ouais. bien physique Que mental. que mental, Mhm. voilà. C'est une attitude, c'est ouais, une Ouais, des c'est deux une côtés, attitude. ouais. L'aventure, tu vois, c'est aventureux, mais c'est pas forcément, ça peut être hasardeux. Et les Anglais, ils ont ce mot, tu vois, hazardous, c'est aussi dangereux. Mm. Ils jouent sur les mots. Nous, on l'a assez bien distinct. Puis c'est ce qui fait un peu, voilà, ça pétille, en fait. C'est pas la prise de risque pour la prise de risque, c'est le Non, risque pas du tout. calculé. Non, absolument pas. Ah non, mais c'est... Ah, mais surtout pas. Alors, C'est attention, l'acceptation d'une part de risque Ouais, calculée. tu as raison de Ouais. le nous, dire. tu vois, on vit en Mm. montagne, donc on sait ce que c'est que la prise de risque, c'est encore plus fort qu'en mer. Mais si tu veux, il y a un moment donné, ça s'appelle de la bêtise. Donc, Oui. faut regarder la réalité en face, si tu veux. Et moi, je mets vraiment cette limite, si tu veux, entre la part du hasard et la part de c'est stupide, tu vois. Donc, et moi, je Oui. trouve qu'il faut oser traverser le désert, il faut oser gravir les sommets, il faut oser naviguer, mais il faut le faire, voilà, avec un minimum de préparation et en ayant. Voilà. Après, on passe des états avec le temps, on sait apprécier les éléments qui nous entourent et juger de ce qu'il faut faire et pas faire. Ça, c'est l'apprentissage On en- de ouais. la vie, voilà. Et beaucoup d'humilité sur l'apprentissage en disant, voilà, on pense qu'on a des compétences, mais il y a des situations, et c'est ton instinct, tu vois, c'est des choses qui sont un peu disciplinées à l'école, tu sais, ou dans les bureaux, Ouais. et Mm. qu'il faut aller Oui, rechercher oui. parce qu'on les a en fait. Et ça, Mm. c'est marrant parce que tu te ressens vivant différemment. Et Ah oui. c'est ça, enfin là, on rejoint le mot tu vois, de vibration. Mm. Ce que disait, par exemple, avec ce coucher de soleil, on s'est retrouvés baignés, mais ça a été quelque chose de très particulier. Et on s'est dit, mais ça a été le cadeau de tout ce qu'on a traversé, tous ces kilomètres. C'est certainement pour ça qu'on était là, en fait. C'était un Ouais. cadeau. Ouais. Tu vois, au point Mm. que Dominique, il est descendu du bateau pour faire de la photo. Je l'ai déposé sur un iceberg qui était plat. T'imagines, on n'aurait jamais fait ça au début. Donc, on avait aussi appris à lire le terrain. Et ça lui a permis de faire des photos. Et moi, enfin, voilà, de continuer toute seule sur le Mhm. bateau. Ça a été un moment de communion totale. Vraiment, c'était très, 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 très fort. On a certainement pris un risque, mais là, on se sentit plus en risque. Parce qu'on avait appris Il à y a lire des moments où autrement, en fait. les Tu vois. étoiles s'alignent. Et Exactement. la compétence et l'émerveillement font parfois bon ménage. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement à nous laisser comme ça en fin d'épisode? Eh ben, on aime bien, en fait, il y en a une qui est chez nous sur Ouais. un poster et en fait, qui vient C'est celle de Jean Giono. Jean Giono, voilà, qui est pas forcément Ah un oui. aventurier, Jean Giono, Non, mais mais un superbe écrivain nous, de on la l'aime, Terre. voilà, c'est très poétique. Alors, Mm. le monde a 1000 tendresses dans lesquelles il faut se plier pour les comprendre avant de savoir ce que représente leur somme. Seul le Mm. marin connaît l'archipel. Bah oui, c'est parfait. C'est parfait. Merveilleux. Ah, c'est très, 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 très Il y avait beau. celle aussi Voilà. de Jean Mallory qui est magnifique. Oui, c'est j'ai évoqué tout à l'heure. Vous pouvez nous la redire. Parce que je pense qu'elle a sa place maintenant, en fait. Donc c'est Jean Mallory qui disait: «Ces hommes sont hantés par les forces de la nature, ce qu'il appelle l'énergie principienne, ce qui tient debout le monde. C'est Oumar, la force. Et cette force, c'est lorsqu'on est sur la banquise, qu'on la perçoit, lorsqu'on s'apaise, lorsqu'on écoute. Et là, en effet, on entend le battement du cœur de la terre.» Si ça, c'est pas merveilleux. C'est vous, hein? Oh, frisson. Bah, pour de vrai, hein. C'est Ouais, pas, ouais, ouais, c'est pas une expression. ouais. C'est magnifique. Ouais.
Quelle est votre actualité du moment ou vos projets futurs? On a décidé cette année, ça fait 10 ans qu'on va en Arctique, et cette année, on a décidé de faire un peu un break avec le froid. Et parce qu'on avait on a souvent plein de projets hein, sur l'étagère. Et moi, je suis né à Madagascar. Et Ah. depuis longtemps, j'avais ce projet-là de faire quelque chose là-bas. Donc, on a pas mal réfléchi pour essayer de rester en cohérence avec l'idée de la navigation au contact des éléments et de la population. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un peuple de pêcheurs traditionnels qui s'appelle les Veis. Vezo, ça s'appelle, mais ça se prononce Sud-ouest de Madagascar. au sud-ouest de Madagascar. Et cette peuple-là, ce sont les derniers pêcheurs semi-nomades. Donc certains sont sédentaires, mais certains suivent encore les bancs de poissons. Ils ont cette pirogue à balancier traditionnelle Le Lacana. qui s'appelle le Lacana, avec cette voile carrée, donc qu'ils construisent par eux-mêmes. Et ils utilisent cette voile pour faire une tente le soir et s'abriter la nuit sur les plages. Ah, Et extraordinaire. donc, comme on a aussi un intérêt à tout ce qui est protection de l'environnement, etc., on s'est dit qu'on a pris contact avec une ONG qui est spécialisée dans la protection des aires marines protégées. Et donc, nous allons réaliser un audit des aires marines protégées le long de la côte ouest de Madagascar. Donc, une part d'aventure avec la Je construction pense qu'on a bien par travaillé, là, nos on peut être propres fier de nous. moyens, sous la direction de ces pêcheurs traditionnels de ce bateau. On Mmh. va naviguer avec un mode de navigation qui est quand même très particulier parce qu'il n'y a pas de safran. Ça veut dire que pour diriger le bateau, il faut planter la pagaie dans l'eau, donc c'est quand même pas commun. Donc ça, il va falloir apprendre. Et puis ensuite, au-delà de cette part d'aventure, c'est ce focus sur les aires marines protégées avec un contexte un peu particulier parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est un point d'actualité en France. Ouf, tu penses? Oui, j'allais Où dire. voilà, L'enregistrement est en train de se faire dans la semaine de l'UNOC, hein, je le dis. Ouais. Ceux qui entendront ça voilà. plus tard, donc les Alors, aires marines nous y étions la protégées, semaine dernière justement. voilà, on en entend parler tout le Et, temps. Mm. voilà. Et donc, il y À a juste quelque chose titre. à faire. Donc, on se dit que, voilà, donc il y a sans doute un parallèle. Ce pays fait partie des pays précurseurs, puisque ça fait maintenant 50 ans que les premières aires marines protégées ont été créées et déléguées, en fait, d'ailleurs, aux populations locales. Et c'est basé sur leur tradition. En fait, les Vézos, ce qui nous a intéressés, c'est que depuis... dans leur tradition, ils ont l'habitude en fait de préserver les zones de pêche. En fait, ils le font naturellement, si tu veux. Et aujourd'hui, avec la surpêche en dehors on va dire de la bande littorale, le réchauffement climatique, et en fait, tu as aussi une pauvreté à Madagascar Oui, qui fait que tu as énormément de population qui vient sur la côte. Donc, il y a un prélèvement un peu anarchique maintenant. Ouais. anarchique. Et en fait, c'est eux-mêmes qui ont dit, mais il faut qu'on discipline tout ça et qu'on le structure autrement. Donc, c'est un mélange entre, on va dire, une organisation juridique et puis des traditions basées sur l'observation de la nature. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, c'est une vraie leçon qu'on aimerait porter aussi en disant, ça marche, Mhm. ça marche. Si on vit en symbiose et on respecte. Ah, Donc, c'est ce extra. on va Ça me montrer. fait penser au projet C3, qui était je crois, basé sur les communautés, donc la protection basée sur les communautés, oui. Mm. Et un film sur le Palawan par le Blue Quest, je les ai interviewés aussi, qui était allé filmer justement des initiatives aussi portées par des locaux dans la préservation d'aires marines, et c'est très inspirant. Ouais. C'est génial ce que vous allez faire là, c'est un beau projet. Il a déjà un timing précis ou... Ce sera juillet-août, on n'est pas encore au jour près, mais tout l'été, oui. Extra, extra. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre vos aventures si on veut être tenu au courant? Alors, pour suivre un peu plus dans le détail, voir les vidéos de ce qu'on a fait sur la côte ouest du Groenland, on a fait plusieurs vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est Uma Expédition. Voilà, UMMAA, UUMMAA Expédition. Mhm. Voilà. Mais ça, voilà. Et à chaque expédition, on fait un nouveau un canal dans les réseaux sociaux. Et donc, il y en aura un pour notre expédition Vezo. D'accord. Donc le nom Voilà. c'est Vezo. Veiz, V-E. V-E-Z-O. VEZO. En fait, Bah d'accord, À je la vais malgache, chercher en fait, ça. tu prononces pas la dernière
la dernière voyelle Ah, en fait. voilà. Vase. Donc Vase. Voilà. Ok. Ah bah ça va, j'en mettrai les liens dans les notes pour vous retrouver Oui. facilement dans les notes de l'épisode. Un énorme merci pour cet enregistrement dans votre si beau chalet. Le cadre est superbe et c'était un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de Mouma, de ces respirations de la terre, du battement de cœur de la terre et des projets futurs alors, que je vais suivre avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci NB. Tu nous as permis aussi de repartir voyager, tu sais, quand on partage, mais on repart aussi, nous. Voilà, donc c'est un grand merci à toi pour ta curiosité, ton enthousiasme. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore à Dominique et Paola de m'avoir proposé de partager cette superbe aventure. J'espère qu'elle vous donnera envie de réaliser la vôtre. D'ailleurs, soit dit en passant, la Guilde, cet assaut qui se pose en interface singulière et ô combien intéressante entre solidarité internationale, développement local et esprit d'aventure, pourrait peut-être vous mettre le pied à l'étrier. Qui sait? Je la mentionne car Dominique a été administrateur et qu'elle organise chaque année à Dijon un festival international de films d'aventure très sympa, les écrans de l'aventure. Cela se passe cette année du 7 au 12 octobre. Je vous mets bien sûr dans les notes comment retrouver Paola et Dominique et les liens vers la guilde et les écrans de l'aventure que je salue bien amicalement. Comme toujours à la fin de l'épisode, je vous demande de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le podcast. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec vos amis, faites-le connaître à d'autres ou laissez un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide énormément à faire connaître ce projet qui plante des arbres grâce à vos oreilles. Donc merci pour votre écoute, merci à Ice Adventure et à bientôt. One, two, three, four. Ino isi otoa pisho ako atsingi. Ako sa suguta makilisuda. Nakadachi gusho. Pinga sori aksuda. Hoa o tsingi sawa tsingi. Hoa! 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 Dominique, Ushamico Dominique Nasio, Mat, Ino, Inni Pishuari. Je suis arrivé là. Thank you. Ino, Isiam, Inni Pishuari. Hua, 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 uta. Happy birthday to you.